une chaîne, tu es freelance en publicité Facebook, Publicité Facebook. Instagram. Tu as travaillé avec des PME, startups. des startups, des coachs aussi, Ouais. des commerçants. Et donc tu as développé une stratégie de contenu via un blog qui a aujourd'hui 90 000 visites par mois. Et c'est aussi ce qui t'a permis notamment de trouver des clients. Premier client, ouais. Ok, super. Tu donnes des formations aussi en présentiel dans des agences digitales et De moins en moins. Okay, Je l'ai fait au début, après j'ai arrêté de le faire, mais maintenant c'est plus en ligne en fait. J'ai ajouté des formations en ligne en plus de mes offres de coaching et de gestion des pubs. Ok. Et tu vas parler de ta stratégie de contenu et comment donc ta stratégie de contenu, comment ça t'a permis de convertir des personnes en clients et aussi comment tu vois l'avenir de ton activité maintenant que tu as une activité qui tourne bien. Ouais, j'ai essayé de vous dire tout ça aujourd'hui. Ça filme déjà ? Ok, super. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant, parce que surtout au début, quand j'étais là, à 18h20, on était 3, 4, et là, je vois qu'on est beaucoup. Heureusement, je préparais quelque chose. J'ai des infos à vous donner. Ce que je vous propose, c'est que j'utilise quand même un peu mon téléphone, parce que j'ai pris des notes pour avoir un vrai fil conducteur et pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de concret et pas juste des conseils un peu bateaux. Donc voilà. C'est vrai que pour revenir sur ce que disait Ombéline, c'est que moi, je me suis essentiellement servi de mon blog pour trouver des clients. Alors au début, c'était absolument pas le but. Le blog était juste là pour me permettre d'être plus concurrentiel sur le marché de l'emploi. J'ai créé le blog en me disant, voilà, ça me permettra peut-être un jour d'être consultant, mais j'imaginais pas à ce que ça prenne si bien. Je me disais juste que ça serait un avantage concurrentiel. Quand j'allais chercher un emploi, dire écoutez, voilà, j'ai un blog sur le marketing digital, je blogue là-dessus, je me crée une audience et je me disais, voilà, peut-être un jour, dans 1 an, 2 ans, je pourrais éventuellement proposer mes services sur le côté en indépendant complémentaire. En fait, je n'ai pas précisé, je suis de Belgique et en Belgique, on a ce statut d'indépendant complémentaire qui permet de cumuler une activité complémentaire d'indépendant à celle d'un job. Okay. En fait, finalement, ça s'est passé plus vite que prévu. Donc, j'ai lancé le blog en juin 2017 et 6 mois plus tard, je me suis lancé indépendant. Alors, évidemment, j'avais pas tout de suite beaucoup de clients, j'en avais très peu, mais j'avais quand même quelques demandes qui m'ont permis de voir l'avenir avec un peu d'optimisme et de recaler des offres d'emploi. Donc, je me suis lancé début janvier 2018 pour vous rappeler le contexte. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis lancé à temps plein. Et c'est vrai que ça s'est développé assez rapidement grâce au blog. Après 4-5 mois, j'avais déjà une clientèle établie et je continuais d'avoir plus en plus de demandes. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'être serein par rapport à mon activité parce que, évidemment, quand vous démarrez une activité, les premiers mois, c'est pas facile du tout. Même quand ça va bien, on ne sait pas trop si ça ira mieux le prochain mois parce que être freelance, c'est finalement quelque chose de pas stable parce que des fois on a des contrats, ça s'arrête, il faut en retrouver des nouveaux. Enfin, on sait un peu tous les galères de ce que c'est d'être freelance et j'ai un peu compris. Je pense que les 3 quarts des personnes les 3 quarts d'entre vous, vous êtes tous freelance et donc vous connaissez plus ou moins les différents challenges d'un freelance que sont la visibilité et le fait de trouver des clients et je dirais même de garder ses clients actuels. Donc voilà, moi la stratégie de contenu, ça m'a énormément aidé pour encore une fois être serein et avoir régulièrement des personnes qui me contactent. Et ça pour moi c'était le plus important de me dire ok, même si je perds un client, je sais que probablement il y aura des personnes qui me contacteront dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Et ça m'a franchement énormément aidé à avoir l'avenir. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Ce que je vous propose encore une fois, c'est que je prenne mon téléphone et que je commence par regarder mes notes pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Mais on va commencer par le positionnement. Voilà. Donc pour moi, c'est la base quand vous vous lancez comme freelance, c'est d'être positionné sur le marché et pas juste d'être quelqu'un qui est généraliste, qui est par exemple juste, je ne veux pas dire de méchanceté, mais juste consultant marketing digital de manière générale. C'est un peu trop large parce que le marketing digital, c'est plein de choses. C'est le SEO, c'est la communication éditoriale, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, c'est les Google Ads, ça peut être aussi vidéaste également. Donc il y a beaucoup de choses qui font que dire qu'on est consultant marketing digital, c'est peut-être pas la meilleure façon de se différencier sur le marché. Donc l'important, c'est de se positionner. Je vais peut-être prendre un petit marqueur pour en parler. Donc, je vais mettre ici Step 1, donc étape 1, positionnement. Bon, évidemment, tout ce que je vous dis là, je ne le savais pas au début. Donc au début, j'étais absolument pas positionné. J'étais moi aussi, quand j'ai commencé à bloguer sur mon site, j'ai blogué sur tout. J'ai blogué sur comment écrire un article de blog, comment récolter des adresses email, comment se différencier de la concurrence, comment faire la publicité sur Facebook, comment récolter des abonnés sur Instagram. Donc je parlais un peu de tout et de rien. Et évidemment, au début, ça n'a pas très bien pris.
il y avait quelques visiteurs sur le site, c'est vrai, mais je pense qu'il y avait moyen dès le départ de se positionner différemment. Et donc c'est seulement après 3-4 mois que j'ai commencé à dire ok, je suis spécialiste de la pub Facebook, je sais comment ça marche, je vais vous le montrer sur mon blog. Et c'est là que j'ai commencé à bloguer peut-être. Les 3 quarts de mes articles étaient consacrés à ça, au sujet de la pub Facebook. Et donc ça c'est super important dès le départ d'avoir une idée claire de ce sur quoi vous allez bloguer ou faire des vidéos ou faire des podcasts. Mais on reparlera un peu des formats de contenu plus tard. Donc déjà, qui a déjà une idée de dans quoi il veut se spécialiser? Levez la main, ouais. Ok. Donc par exemple, toi, c'est quoi? C'était effectivement stratégie de contenu, c'était ça. Et donc voilà, essentiellement dire voilà, moi je suis un pro du contenu, je vais te dire exactement comment utiliser le blogging ou la vidéo pour trouver des clients. En gros, c'est ça. Ça, c'est bien, je trouve. Ça, c'est beaucoup mieux que de dire voilà, je fais du contenu, je fais des sites web et je fais aussi la pub Facebook. Et qui d'autre peut-être? Ouais, vas-y. Alors, moi, j'aide les gens à devenir infopreneurs. Ouais, je vois. En fait, j'avais une question pour toi, c'était comment tu as découvert qu'il fallait que tu fasses un positionnement en fait? Est-ce que c'était en lisant des contenus ou tu as découvert par toi-même? Je pense que c'était en lisant des contenus. Je pense que j'avais beaucoup entendu qu'il fallait trouver une niche. J'avais beaucoup entendu parler de ça, mais c'était pas toujours très, très concret. Mais en effet, ouais, c'était ça. Juste pour l'organisation, on va poser des questions après. Ah d'accord, moi je voulais faire interagir, mais pas de souci, pas de souci. Pas qu'on dépasse trop le... Ah d'accord, ouais. On a jusqu'à quelle heure là? Parce que là il est déjà 20h30, donc il y a 1 heure, mais on pense avec un temps de question. il y aura encore un temps de question d'une bonne trentaine de minutes. Voilà, je sais pas. Mais ok, ça va. Bon, je vais essayer de speeder un peu alors, d'accord. Donc le positionnement c'est important. Ça va alors? Parce que j'ai quand même beaucoup d'infos à partager. Donc moi ce que je me dis c'est que, bon, si on imagine la pyramide, bon, c'est qu'il y a les généralistes, donc le G, les spécialistes, puis après il y a autorité, et puis après il y a star. Bon, j'aurais même dû mettre comme ça star. Bon, mince. Peut-être mettre. On va recommencer. Voilà, autorité. Ah mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de mieux la faire. Je vais mettre les spécialistes, il y a tout ça. Autorité, il y a tout ça. Et star, il y a tout ça. Bon, star, c'est vraiment les meilleurs, c'est les plus connus. Pour devenir une star, on ne peut pas être généraliste dès le départ. Généraliste, c'est un peu, c'est un peu la masse. C'est tous ceux qui se lancent, freelance, consultants, mais qui ne savent pas trop de qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils proposent un peu leur service, tout et n'importe quoi. Je te fais ton site web, je te fais ta pub, je te fais tes réseaux sociaux. Encore une fois, pas la meilleure solution. Après, il y a les spécialistes et il y en a plusieurs qui sont spécialistes. Joseph, par exemple, c'est un des meilleurs exemples que j'ai, c'est qu'il est spécialiste dans la pub Facebook depuis des années et c'est comme ça qu'il a commencé son activité. Et lui, il ne s'est pas vraiment servi d'une stratégie de contenu, il s'est positionné sur une plateforme de mise en relation entre freelance et PME qui est Malte. Donc lui, quand vous tapez spécialiste Facebook Ads, directement il tombe avec toutes ses recommandations, donc il est premier et il capte tout le marché. Et je pense que c'est essentiellement dû au fait qu'il s'est spécialisé dans les pubs Facebook. Peut-être que tu me contrediras, mais moi je pense que c'est plutôt ça. Je me suis mis sur Malte et mon accroche était, contrairement à beaucoup d'autres personnes, trop bien comme accroche. Je suis spécialisé que dans la pub Facebook, donc si ça vous intéresse, vous êtes à la bonne adresse. Sinon, je ne fais pas de WordPress, je ne fais pas de community management, etc. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui me disaient j'ai bien aimé ce positionnement parce que j'avais besoin de ça. Je me suis dit, lui, il a l'air de savoir faire ça. Voilà, tu n'es pas le seul. Moi aussi, on m'a dit beaucoup, j'aime bien le fait que tu proposes un seul service et que tu as vraiment l'air calé là-dedans. Donc vraiment, je sais que ça peut paraître, après se dire, ok, je propose juste un seul truc et les autres, ils auront peut-être des autres demandes. Mais non, en fait, il y en a qui veulent vraiment avoir la confiance de confier leurs réseaux sociaux, leur publicité à un vrai spécialiste et pas quelqu'un qui fait un peu tout. Donc ça, je pourrais jamais insister autant. Puis après, il y a autorité. Autorité, c'est les personnes qui sont encore plus connues, donc qui sont spécialistes, mais qui sont vraiment des experts, qui sont reconnus comme des experts parce qu'ils ont produit énormément de contenu, parce qu'ils ont une marque forte. Mais ça, en fait, pour créer cette marque forte et devenir une autorité, vous devez créer du contenu pendant des années, et après, vous deviendrez une autorité. Et les stars, on n'en parle même pas, il y en a peut-être 3-4 sur le marché qui sont des stars et qui... on les voit sur YouTube, ils sont partout, ils sont sur YouTube, ils ont des podcasts, ils ont des blogs. Par exemple, un très bon exemple dans le marketing digital, aux États-Unis, une star, c'est Neil Patel. Neil Patel, c'est le consultant le plus connu. Donc c'est un consultant. Il a une agence, c'est vrai, mais il se market comme un consultant. Et c'est quelqu'un qui facture probablement 10-20 000 euros la journée, grand minimum. Donc vous vous rendez bien compte, Neil Patel. Neil Patel, ouais. Il est un peu comme Seth Godin, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça. Il a la même. Voilà. Mais Seth Godin, c'est encore différent. Il est très orienté. Voilà. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Il est très orienté. Gary Vaynerchuk, on n'en parlera pas parce que c'est pas tout à fait un consultant, mais celui c'est encore une autre approche. Mais Neil Patel, c'est. Il est plus autoritaire, c'est ça?
Oh, Gary, non, Gary, il est là-bas, et lui, il est tout. Il est star comme les autres. C'est plus une star, lui, il a carrément une. Au-dessus. Non, mais c'est vraiment. Lui, c'est numéro 1, numéro 1. Oui, je voulais juste. Oui, Non, mais- c'est ce que je me demandais. Ouais. Oui, lui, il est Ouais, au-dessus. c'est vous situez. Oui, non, vraiment pour rigoler, mais il est vraiment dans les stars. Il est vraiment dans les stars. Dans autorité, je essaierai de te donner des exemples, mais attends que je te trouve un exemple dans le marketing digital. Par exemple, t'as dit. Non, pas du tout. Je suis pas une autorité du C'est des tout. gens uniques, quoi. Ouais. Non, je suis pas une autorité. Voilà, Rudy Villard, par exemple, qui lui est une autorité. Ouais, je sais pas, je cherche. Ça m'a marqué. Je cherche aussi. Mais Oussama, c'est. Oui, ben voilà, par exemple, Oussama, je trouve que dans le milieu des startups, Ouais, voilà. c'est plus une star. Voilà, C'est une planète. c'est ça, c'est différent. Pardon? Il fait pas de conseils, mais il a tellement. Parce que lui, il a créé du contenu finalement, puisque c'est sous forme de conférence. Mais il en a tellement fait et c'était tellement pertinent. C'était des conférences de 2 heures où il te lâchait des trucs, limite, tu te faisais un cours d'histoire. Mais d'office, oui, dans le rang de star, d'office. Quand je l'ai vu tout à l'heure, je me dis waouh, Oussama, attention, alors que voilà, c'est quelqu'un de normal. Non, mais pour reprendre l'exemple de Neil Patel, comme disait Joseph, il s'est spécialisé dans le SEO et ça fait 15 ans que c'est un gourou du SEO. Alors certes, il a d'autres compétences, mais il est essentiellement connu pour ça. Et malgré tout, les gens le contactent pour tout et n'importe quoi, pour du SEO, pour du paid ads. Et donc lui, malgré ça, il y a quand même plein de gens qui le contactent parce que c'est devenu une star à force de produire du contenu et de montrer qu'il est expert dans le sujet du SEO. Parce qu'après tout, quand on est positionné sur le mot-clé online marketing et digital marketing aux USA, ou qu'on est premier depuis des années, forcément, c'est qu'on est très 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 bon. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc c'est d'être très clair sur votre positionnement. Puis après, la deuxième chose, c'est, je dirais dans l'étape du positionnement, je vais mettre step 1.1, puis 1.2, c'est de savoir à qui vous adressez. Donc je vais mettre qui, peut-être, comme ça. C'est, on parlait tout à l'heure, je travaille avec des grands groupes, avec des consultants, avec des coachs. C'est bien d'être un peu plus précis avec qui on veut travailler exactement. Moi, pendant un moment, je me disais, je veux travailler que avec des e-commerçants. Après, j'ai remarqué que... Bonjour, bonsoir. Je te laisse installer peut-être. Ok. Moi au départ, je m'étais dit, j'ai commencé, je ne savais pas exactement à qui je m'adressais. Donc mes premiers projets, c'était, je travaillais avec un commerçant local, donc une salle de gym. J'ai travaillé avec une dame qui vendait des chocolats en ligne. Puis après, j'ai travaillé avec, que je ne dis pas de bêtises, une autre dame qui proposait des voyages en Inde. Enfin bref, j'ai fait un peu tous des projets un peu différents et je me suis dit non, il faut que tu arrêtes de faire tout ça et que tu saches exactement avec qui tu veux travailler. Et puis je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui vendent en ligne. Et puis après, je me suis un peu spécialisé plus vers le e-commerce, donc j'ai essayé d'attirer ces personnes-là. Heureusement, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont contacté, et avec qui j'ai travaillé, et j'ai bien aimé travailler avec eux. Et donc pendant un moment, je faisais que du e-commerce et j'acceptais plus rien d'autre que le e-commerce. Puis après, je me suis dit non, faut pas que tu fasses que du e-commerce, mais que tu essayes de te centrer plus sur toutes les entreprises qui vendent en ligne, que ce soit du e-commerce ou que ce soit de la génération de prospects, mais qui font au moins ça en ligne et qui n'ont pas en fait une boutique physique. Ça, je pense que quelqu'un qui a une boutique physique, il ne faudrait peut-être pas l'aider, je suis peut-être pas la meilleure personne pour lui apporter des prospects avec la publicité sur Facebook. Donc moi, mon key, c'était vraiment entreprises à forte croissance qui ont un processus de vente en ligne. Voilà, c'était vraiment ça. Mon avatar, c'était entreprise, forte croissance, processus de vente en ligne et qui sont au moins prêtes à mettre, généralement, j'aime bien dire 1000 € de budget. Après, c'est pas toujours possible. Certaines veulent commencer avec 500 €. Bon, des fois, je fais une exception, mais ça, c'est un peu mes critères de base. Donc, à vous aussi, je vous dis, réfléchissez vraiment aux critères de base que vous voulez pour votre client idéal. Je dis pas que vous devez savoir quel âge il a, etc., mais au moins savoir quel type d'entreprise c'est. Et ça pourrait être aussi le secteur. Hein. Moi, je vois de plus en plus de consultants qui sont spécialisés, par exemple, dans le community management sur Instagram, mais pour des marques de mode et des marques de prêt-à-porter, des marques de mode. Ça peut être aussi une spécialisation, c'est de savoir exactement quel type d'entreprise, dans quel secteur avec qui vous voulez travailler. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a jamais assez. Donc, par exemple, sur Instagram, c'est parfait de faire les marques de mode, puisque Instagram, ça se prête très très bien à la mode. Et donc, il y a énormément de petites boîtes de mode qui seraient intéressées par avoir un community manager spécialisé là-dedans. Donc ça, c'est la base. Ça va. Donc pour positionnement, je pense qu'on a plus ou moins fini. Je vais maintenant passer à la stratégie de contenu en elle-même. Parce qu'une fois que vous êtes positionné et que vous savez plus ou moins à qui vous adressez, vous allez pouvoir commencer à produire du contenu. Donc je vais effacer. Donc je vais mettre step 2. Alors, donc c'était que je revienne dessus. Voilà. Non, non. Voilà, tu arrives au bon moment, on va parler de contenu. Donc l'étape 2 finalement, c'est de créer...
Donc l'étape numéro 2, ensuite, c'est de créer du contenu. Une fois que vous êtes positionné, que vous êtes clair sur qui vous êtes en tant que consultant, en tant que freelance et à qui vous adressez, eh bien vous allez créer du contenu pour ces personnes-là pour les attirer vers vous. On parlait d'acquisition, d'attirer son client idéal, de l'inbound. C'est ça, la base de l'inbound, c'est de savoir qui vous êtes et à qui vous adressez. Okay, donc ensuite, une fois que vous avez créé du contenu, il va falloir se décider sur quel type de contenu ça va être. Donc généralement, il y a 3 grands formats de contenu. Il y a les articles, très très connus. Et je vais essayer de donner les avantages et les inconvénients pour chacun. Les podcasts, pas mal non plus. Et les vidéos. Alors juste par curiosité, qui est intéressé par faire des articles ici? Ok, donc 8 on va dire, allez, 8, 9. Et les podcasts? Donc, Joseph, Hélène, ouais, un tout petit peu moins. Et la fameuse vidéo? La vidéo, il y en a encore, ouais ça va, c'est plus ou moins. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de personnes qui veulent faire de la vidéo. Oui. Parce que la vidéo, c'est quand même un peu l'avenir. Ça aide beaucoup pour créer la relation. Et c'est vrai que dès le départ, en fait, vous devez être clair aussi sur le format de votre contenu. Je ne vous conseille absolument pas de faire les 3 en même temps, ni même 2. C'est très compliqué. Enfin, finalement, Joseph, tu fais un peu les 2. Tu fais le podcast et les articles. Et c'est vrai que je voulais en parler, c'est que c'est intelligent quand vous avez un podcast, en fait, de réutiliser le contenu du podcast et d'en faire un article. Mais alors, il faut être sûr que l'article sera bien, et qu'il sera bien pour le référencement. Okay, donc c'est possible de le faire, mais ça demande du travail supplémentaire. Donc moi personnellement, je me suis centré sur les articles dès le départ. Ça a bien marché pour moi et je me suis senti bon là-dedans. Et donc du coup, j'ai continué encore et encore et encore. Là maintenant, j'aimerais bien faire un peu de vidéos prochainement, mais on verra. Peut-être que je le ferai en 2020, on verra parce que la vidéo c'est quand même très important. Et tout ce qui est podcast, ça m'intéresse aussi, mais le problème c'est qu'il y avait toutes ces histoires de montage et je me sentais pas trop à l'aise à comment faire un bon montage et j'avais pas tout le matériel au début, donc ça m'avait un peu freiné, même si je trouve ça intéressant. Donc pour un peu tous les avantages et inconvénients, je trouve que l'avantage des articles c'est que c'est simple à réaliser. Vous créez un blog WordPress ou je ne conseille pas de le faire sur Medium ou sur LinkedIn, mais vraiment d'avoir votre propre plateforme. Donc c'est pas très compliqué de se lancer, ça demande peu de moyens, juste de savoir écrire. Et voilà, on va dire si vous n'êtes pas trop sûr de vous, c'est mieux de commencer par des articles parce qu'en vidéo et en podcast, ça risque de se sentir. Et le gros inconvénient des articles, je trouve, c'est que c'est de plus en plus concurrentiel. En tout cas, dans le marketing digital, c'est assez concurrentiel. Il y a pas mal de blogueurs qui se sont positionnés sur un peu tous les mots-clés. Alors, je vous montrerai pourquoi c'est pas si une mauvaise chose que ça, mais ça peut être un frein de se dire qu'il y a déjà 150 sites web qui ont déjà parlé de votre article à vous. Donc, moi, j'ai eu un peu de la chance avec les Facebook Ads, c'est que quand je l'ai fait il y a 2 ans, c'est vrai que c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que je devais me positionner, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles là-dessus et surtout pas beaucoup d'articles concrets là-dessus. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Mais après, peut-être que dans votre cas, ce sera peut-être le cas aussi, mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir que les articles, ce sera très 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 long pour avoir une bonne base. Il faudra aller voir chez les autres si vous pouvez publier. Ça, j'en reparlerai aussi après. Le podcast, les avantages, je trouve que le gros avantage des podcasts, c'est que justement, les personnes qui travaillent dans des entreprises et qui ont on va dire, qui ont fait des études, etc., écoutent des podcasts. Donc, c'est finalement une audience assez qualifiée. Et avec le podcast, vous créez plus facilement une relation, une connexion avec la personne qu'avec les articles. Donc, ça, c'est le gros avantage. Et l'inconvénient, je dirais, c'est que peut-être qu'il y a un peu moins de trafic dans les podcasts que dans les articles. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a plus de recherches sur Google que dans Apple Podcast ou SoundCloud. Donc ça, c'est peut-être l'inconvénient, c'est que pour l'instant, le marché n'est pas encore totalement prêt pour les podcasts, mais ça viendra dans quelques années. Donc dans tous les cas, je pense que le podcast a énormément d'avenir. Et finalement, les vidéos, l'avantage, c'est un peu la même chose que le podcast. On crée la relation, on fait la vidéo c'est de l'avenir. Ça se positionne bien sur YouTube, c'est pas encore trop concurrentiel. Mais l'inconvénient, c'est toutes les histoires de faire des montages. C'est que il y a, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport aux inconvénients de la vidéo, parce qu'il n'y en a pas énormément. Je dirais que c'est que quand vous faites de la vidéo, vous n'êtes pas tout à fait chez vous. Et donc, pour pouvoir convertir ces personnes-là, il faut avoir des bons appels à l'action bien concrets pour pousser la personne à vous donner son adresse email ou vous contacter. Et ça peut peut-être être un problème. J'ai déjà entendu que les taux de conversion sur les vidéos YouTube sont moins élevés que sur les articles. Typiquement, sur un blog, vous aurez des taux de conversion entre, ça j'ai quand même noté, entre 2 et 6-7%. Ok, si vous êtes vraiment très 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 bon, donc sur votre site web, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez 100 visiteurs, vous en avez 2 à 6 ou 7 qui vont me donner leur adresse email. Je sais que 7 c'est vraiment les meilleurs. Par exemple, comme Nepaté, il a déjà expliqué qu'il avait quand même 7%, ce qui est énorme. Et 2, moi c'est plus ou moins ce que j'ai. Comme j'ai beaucoup de trafic, j'ai 2%, mais avant j'étais plus ou moins à 4-5 quand j'avais un peu moins de trafic.
Les podcasts, il y a aussi moyen. C'est vrai que les podcasts, c'est assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui ont des podcasts et qui font énormément leur promotion dans les podcasts. Ils disent voilà, je fais une masterclass ou alors je prends des clients ce mois-ci. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi. Donc ça peut le faire aussi pour convertir. Et sur YouTube, c'est un peu pareil. Si je ne me trompe pas, sur YouTube, j'avais déjà entendu que c'était plus ou moins du 2% de conversion. Donc c'est assez bas quand même. 1 à 2%, je dirais même. Donc ça, c'est un peu le problème. Je dirais c'est le gros inconvénient de la vidéo sur YouTube. Et aussi, je dirais vous êtes aussi très très dépendant des algorithmes sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, peu importe où vous voulez mettre votre vidéo. Voilà. Ça, c'était pour le format de contenu. Donc, soyez très clair sur ce que vous voulez faire comme contenu. Moi, si je devais vous en donner un, je vous conseillerais de démarrer par les articles et après, éventuellement, faire des podcasts ou alors faire 1 sur 2 si vraiment vous voulez en faire 2, faire une semaine un podcast, une semaine un article. Il y en a qui font ça. Ça peut le faire aussi. Ok. Donc, je regarde un peu la suite. Donc là, ouais, c'était les pain points. Ouais. Ensuite, après les formats, c'est les problèmes et les pain points. Ça, c'est super important parce que quand vous créez du contenu, c'est pour résoudre un problème chez la personne. Si la personne ne consomme du contenu, c'est parce qu'elle a un problème, elle a un besoin, elle n'a pas de réponse à ce besoin-là. Et donc, vous devez pouvoir y répondre, mais surtout pouvoir identifier à l'avance ces problèmes. Alors moi, pour vous expliquer, comme j'ai blogué beaucoup sur la pub Facebook, c'était assez intéressant parce que j'étais mon propre client idéal parce que j'avais toutes ces questions auxquelles j'ai finalement répondu sur mon blog. Donc les questions que j'avais et je les connaissais déjà, c'était combien investir, ciblage, donc comment faire du ciblage, écrire des pubs. Il y avait quoi d'autre encore? Pardon? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans les problèmes que j'avais? Joseph, tu peux m'aider, toi qui... Sur les problématiques Facebook Ads? Ouais, les problématiques Facebook Ads. Comment rédiger des pubs? Voilà. C'est ça, c'était rédiger des pubs attirantes, analyser les résultats, voilà, ça c'était une question que je me posais. Et donc bref, heureusement je connaissais déjà toutes ces questions, donc j'ai pu y répondre dans mes articles. Et donc l'idée c'était de créer des articles qui répondent à ces questions de A à Z. Donc par exemple, mes articles qui prenaient comme nom 4 stratégies de ciblage pour vos publicités Facebook. Ou alors, combien faut-il investir pour vos pubs Facebook? Et généralement, votre client idéal se pose ces questions. Donc sur Google, il va taper combien ça coûte la pub Facebook. Ça aussi, c'était une question que je me pose, c'est le coût. Ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Il y avait aussi le pixel, maintenant que j'y pense. Et franchement, je vais vous le dire, les questions les plus complexes à répondre, c'est celles qui m'ont rapporté des clients. Donc par exemple, quand j'ai écrit un guide sur le pixel, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont contacté pour que je fasse leur publicité et même pour que je les forme à ça. Donc j'ai eu mes premiers contrats grâce à cet article-là, le Pixel, que j'avais écrit. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et qui m'a rapporté énormément de clients. Pareil pour le coût de la pub, il y a beaucoup de gens qui cherchaient sur Google combien ça coûte la pub et qui donc étaient qualifiés parce que s'ils se demandaient combien ça coûte la pub, c'est qu'ils étaient intéressés d'investir. Donc ça, heureusement, comme j'ai identifié tous ces problèmes-là et que j'ai répondu dans mes articles, ça m'a permis d'avoir des clients. Donc vous, je vous retourne la question, c'est que vous devez réfléchir, une fois que vous aux problèmes, aux problématiques de votre cible et comment vous pouvez apporter une réponse dans un article très concret. On parlera un peu de ça, mais l'idée c'est vraiment de connaître ces problématiques-là. Je pense que j'avais mis quelques notes sur comment identifier les problématiques. La première, c'est déjà de faire preuve d'empathie, c'est de réfléchir à quelles questions ils pourraient se poser. C'est un peu ce que moi j'ai fait, c'était ces questions-là que je me posais et j'avais essayé de réfléchir à d'autres questions que les gens pourraient se poser. Mais heureusement, il y a d'autres méthodes pour ce faire. La deuxième, je dirais, c'est de discuter avec vos clients, si vous en avez déjà, et de leur poser des questions. C'est quoi tes problèmes avec la pub Facebook? C'est quoi tes questions? Vous pouvez poser ces questions-là. Par exemple, si vous avez un premier client pour la communication éditoriale, vous pourrez lui poser toute une série de questions sur, par exemple, comment vous voyez votre stratégie éditoriale, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, c'est quoi les questions que vous avez là-dessus. Et donc ça, c'est super important de vraiment de parler à plusieurs personnes, pas seulement une seule, au moins, je dirais 5 à 10, pour connaître ces problématiques-là. Okay. Puis après, il y a aussi les histoires de sondages. Donc, par exemple, dans les groupes Facebook, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des sondages et qui les partageaient dans des groupes Facebook et les gens répondaient et ça leur permettait d'avoir une réponse. Une autre chose, maintenant que j'y pense, c'est dans les groupes Facebook, c'est qu'il y a souvent des gens qui posent des questions. Et donc, comme ils posent des questions, c'est qu'ils ont un problème. Donc là aussi, ça fait des idées de contenu. Si vous voyez qu'il y a des questions qui reviennent très souvent. Pareil, dans les commentaires des blogs, vous allez voir qu'il y a des gens qui posent des questions. Ça aussi, ça peut être des idées pour des articles. Après, pour moi, il n'y a quand même rien de mieux que faire preuve d'empathie et réfléchir vraiment aux questions que les gens pourraient se poser en vous mettant vraiment à la place de votre client idéal. Et généralement, quand vous connaissez votre sujet, vous savez plus ou moins les blocages qu'il y a. Et la dernière chose par rapport aux problèmes, on va dire, mais ça c'est plus relié aux mots-clés, c'est utiliser un outil. Donc il y a des outils web. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Answer the Public. Qui a déjà entendu parler de cet outil? Ok, stratégie éditoriale, donc tu connais.
Mais ouais, c'est un outil assez intéressant parce qu'en fait, vous tapez un mot-clé, par exemple publicité Facebook, et Answer the Public vous donne toute une série de questions qui sont en lien avec ce mot-clé. Et donc justement, il donne ces questions-là. Donc combien ça coûte, comment cibler les pubs, comment écrire des pubs. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça fait le travail à votre place et c'est gratuit pour 3 ou 4 utilisations par jour. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir exporter dans un fichier Excel toutes les questions qu'il y avait. Donc moi, je trouve que c'est un bon moyen. C'est Answer, donc The Public. C'est une plateforme. The Public. Pardon? C'est une plateforme sur le web. Ouais, c'est ça, c'est un site web et tu vas voir, tu peux taper ton mot-clé, soit en anglais, ce que je te conseille au début, parce qu'en anglais, il y a toujours plus de data, et puis après en français aussi. Mais moi, j'avais déjà fait le test, pour moi, j'avais trouvé beaucoup plus de réponses en anglais qu'en français, parce que c'est un outil américain. Et le deuxième, c'est Uber Suggest. Pourquoi Uber Suggest? Uber Suggest, c'est un outil de recherche de mots-clés à la base, sauf que maintenant, donc c'est aussi un outil gratuit, il intègre le fait de rechercher l'URL, rechercher les mots-clés sur lesquels un compétiteur est positionné. Et donc ça, c'est parfait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est pas grave s'il y a déjà des gens qui ont créé du contenu là-dessus. C'est justement même une bonne chose parce que vous allez pouvoir reprendre leurs idées et faire mieux. Moi, c'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je reprends toutes les idées de mes concurrents et j'essaie de faire mieux qu'eux. C'est ma stratégie actuelle. Et donc, en gros, je mets leur URL dans l'outil Uber Suggest. C'est un peu comme SEMrush. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de SEMrush, c'est très très connu, sauf que là, c'est la version gratuite. Pardon? SEMrush, pardon. SEMrush. SEMrush, tu verras, c'est SEM Rush. Ouais. Et ça, tu vas voir, c'est payant. Ça coûte 100 € par mois, donc c'est pas donné. Mais c'est un outil très très puissant qui te permet de répondre à ces questions-là en tapant l'URL d'un concurrent et de savoir toute une série de choses sur ces personnes-là. C'est quels sont les mots-clés sur lesquels il est positionné, quelles sont ses meilleures pages web, celles qui ont le plus de trafic, et aussi quelles sont les publicités que cette personne-là diffuse sur Google et même sur Facebook, si je dis pas de bêtises. Sauf qu'il y a un outil qui est gratuit qui s'appelle Uber Suggest qui permet de faire plus ou moins la même chose. C'est un peu moins puissant, c'est un peu moins précis, mais ça te permet quand même d'avoir des informations qui sont cruciales. Parce que Uber Suggest, c'est Suggest comme Suggest et Uber c'est comme Uber, okay, en un mot. Et ça c'est intéressant parce que vous tapez l'URL d'un concurrent, quelqu'un, enfin pas nécessairement un concurrent mais un blog vraiment connu. Donc moi par exemple je pourrais prendre le blog de SEMrush. SEMrush ils ont beaucoup de requêtes. Je tape leur blog semrush.com et je peux voir tous les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et surtout leur page où il y a le plus de trafic. Et donc les pages où il y a le plus de trafic, c'est celles qui ont eu du succès, c'est celles sur lesquelles les utilisateurs ont des questions et qui apparaissent dans les moteurs de recherche. Et donc ça c'est intéressant parce que ça vous donne des idées de contenu déjà pour vous. Et potentiellement c'est des articles que vous pourriez écrire. Moi je vous conseille d'écrire un article qui est plus complet que celui qu'ils ont écrit et vous allez voir que parfois il y a des entreprises, enfin des sites web qui ont beaucoup de trafic Google pour un article qui n'est pas si bien que ça et qui pourrait être mieux fait. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a aussi la recherche YouTube, mais je ne vais pas en parler, mais vous tapez sur YouTube et vous tapez par exemple, admettons pour publicité Facebook. Après, il y a toutes les suggestions de YouTube et ça vous donne aussi des idées de contenu. Voilà, ça c'est un peu pour toutes les idées, comment trouver un peu les problématiques, parce que ça c'est assez important. Maintenant, il y a le point 3, je ne vais peut-être pas écrire en bas, je vais mettre ici. Le point 3, c'était rédiger un article de qualité. Enfin, rédiger un contenu de qualité, je n'ai pas parlé seulement d'article. Créer un contenu de qualité. Pour l'instant, est-ce que ça répond un peu à vos questions, tout ce que je dis là, ou vous avez déjà des questions? Ouais, c'est bien? Ok, donc c'est juste pour savoir. Alors, je reviens là-dessus. Je sais déjà plus ou moins ce que je vais dire. Voilà. Ça, ce que je vais dire, c'est qu'au départ, c'est que si on prend le blogging, c'est assez saturé actuellement. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de blogs. Et le problème, c'est que comme il y a beaucoup de blogs, c'est que les sujets ont déjà bien été traités. Et donc, il faut faire mieux que les autres. Et donc, pour faire mieux, il faut créer un article qui est plus complet, tout simplement, qui n'a jamais été vu, que ce soit par la façon dont il a été rédigé ou la façon dont est abordée la problématique. Et donc ça, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. J'ai essayé de vous donner quelques conseils là-dessus sur base de mon expérience. Et voilà. Donc pour la première chose, c'est en gros, l'article doit répondre à toutes les questions de la personne sur le sujet. Ça, c'est super important. Si vous dites, si je vous donne un article par exemple, ce que j'ai écrit sur combien coûte la pub Facebook,
J'ai répondu de A à Z. J'ai vraiment fait énormément de recherches, j'ai cité toutes mes recherches et j'ai dit point par point tous les facteurs qui influencent le coût de la pub Facebook. Si bien que l'article il faisait, je pense, 4000 mots, ce qui est quand même pas mal pour un article. Et rapidement, il s'est positionné sur Google parce que je pense que vraiment, il répondait aux questions que les gens, quand ils tapaient coût de la publicité Facebook ou combien ça coûte ou quel est le prix ou comment fonctionne le système d'enchères, tout ça avait été traité dans mon article et au fur et à mesure, mon article il est remonté dans les résultats de recherche. En plus de ça, il avait eu beaucoup de partages, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Donc l'idée de base, c'est vraiment répondre à toutes les questions de A à Z. Mais ça, pour moi, c'est basique, hein, franchement. Alors, le 2, que je revienne pour être sûr de ne pas oublier. Le 2, c'est qu'il faut qu'il contienne des exemples. Parce que ça, c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure que qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vous contacter en lisant votre contenu ou en regardant votre vidéo ou vos podcasts, c'est que vous donnez des exemples concrets pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. C'est logique, mais c'est important de le montrer et de ne pas juste être le gars qui recopie un article qu'il a trouvé chez un autre ou sur un blog américain et qu'en fait il ne sait pas de quoi il parle, il a juste recopié ce qu'il a lu ailleurs. Non, c'est vraiment important de montrer des exemples et de montrer par l'exemple que ça marche vraiment en fait. Okay. Puis après, dans la continuité, c'est donner des anecdotes. Ça, c'est super important parce que les gens maintenant, actuellement, il y a tellement de contenu que pour se différencier, vous ne pouvez pas juste donner votre contenu comme étant comme un professeur qui donnerait un cours. Vous devez raconter des histoires, raconter des anecdotes, des expériences que vous avez eues pour, encore une fois, donner plus de crédibilité à ce que vous dites et surtout passionner le lecteur ou l'auditeur. C'est juste logique, encore une fois, ça va dans la continuité de ce que je disais avec les exemples. Quatrième chose, que je revienne sur mes notes pour être sûr. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est que comme on est dans un secteur comme le marketing digital où justement les gens ne sont pas trop sûrs encore de l'intérêt du digital pour eux, c'est d'appuyer tout ce que vous dites avec des statistiques. Ça, c'est super intéressant de noter toutes les statistiques que vous avez trouvées qui prouvent que ce dont vous parlez, ça a un sens. Par exemple, si vous parlez de pub Facebook, vous allez parler du fait qu'aujourd'hui, il y a 5-6 millions d'entreprises qui font de la pub Facebook alors qu'il y a 80 millions de pages Facebook et que ça, en fait, c'est une opportunité pour elles. Déjà, ça, c'est motivant de se dire qu'il y a déjà plus de 5 millions d'entreprises qui le font, mais malgré tout, il y en a encore 75 millions qui n'en font pas. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de statistique que je cite énormément. Et il y en a encore d'autres. Donc vraiment, encore une fois, dès que vous avez un point dans votre article ou dans votre vidéo, essayez de donner quelques statistiques pour montrer que vous connaissez votre sujet et que ça a un intérêt. Et le dernier, c'est le plus important finalement, c'est l'angle d'approche unique. L'angle d'approche unique, c'est vraiment très compliqué à le trouver, je trouve. Encore une fois, on revient à ce que je disais, c'est qu'il y a tellement de blogs, il y a tellement de vidéos, tellement de podcasts que ça devient difficile de se démarquer. Donc pour se démarquer, vous devez avoir un angle d'approche unique. Le mien, c'est que ça a toujours été, et je pense que mes lecteurs le savent, ça a toujours été des articles qui sont très 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 longs, très complets, avec énormément d'images, d'exemples, d'anecdotes. Ça, c'est ce qui a été ma marque de fabrique. Et donc actuellement, je fais toujours des articles de minimum 3-4 000 mots, ce qui est quand même assez conséquent pour un article. Et souvent, les commentaires que je reçois, c'est j'ai bien aimé ton article, c'était long, c'était bien rédigé, mais c'était captivant, j'ai adoré, c'était bien expliqué. Donc je me dis, ok, c'est que ça marche. Après, il y en a d'autres qui ont des angles d'approche totalement différents. Il y a un autre blogueur qui s'appelle Olivier Lambert, qui est assez connu, c'est un Canadien. Lui, son angle d'approche, c'est pas nécessairement la longueur des articles, c'est pas nécessairement les exemples, c'est plutôt sa personnalité. C'est qu'il a une personnalité super forte, c'est qu'il va vraiment, je sais pas expliquer, il raconte des anecdotes, des blagues un peu, il a un langage assez décontracté et ça se ressent dans ses articles, ce qui fait que c'est assez captivant de lire un article et en même temps, c'est pertinent. Donc il y a vraiment des conseils qui sont pertinents, qu'il a vraiment appliqués. Donc lui déjà, c'est son angle d'approche. Puis après, que je puisse citer quelqu'un d'autre, j'avais des exemples. Stan Leloup, lui aussi très très connu, un gars qui s'appelle, une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, donc là c'est pas des articles, c'est une chaîne YouTube. Et lui, contrairement aux autres youtubeurs, il ne s'est pas contenté de dire 5 conseils marketing pour faire décoller votre entreprise sur le web. Il a vraiment fait des analyses très concrètes de films ou de campagnes marketing et les a décryptées de A à Z dans une vidéo mais totalement scriptée. Donc c'est limite, il y avait le gars, il n'y avait jamais un seul E, jamais d'erreur, il y avait juste à chaque fois. On voit qu'il
toutes les 10 secondes, il coupait la vidéo. Et donc ça, c'était super intéressant parce que la vidéo, c'était très, très, très fluide et c'était pertinent parce que vraiment, on voit que l'analyse, elle a été faite en profondeur. Alors, ce qui était malin, c'est qu'il faisait des vidéos sur des films très connus comme le Loup de Wall Street. Il a fait aussi sur Night Call, sur le film sur Facebook. Il a décrypté tout ça et c'était très, très intéressant. Et c'était à chaque fois des leçons liées à la persuasion, à la vente intelligente, il y avait quoi d'autre aussi, le marketing, le copywriting, et ça lui a permis de décoller, je pense, sa chaîne YouTube à plus de 200 000 abonnés, et c'est assez énorme pour une chaîne YouTube. Et donc lui, s'est différencié comme ça. Puis après, Stan Leloup, c'est ça? Stan Leloup de Marketing Mania. Tu tapes Marketing Mania, tu devrais trouver. Puis encore un autre, ça c'est un peu plus récent et c'est pas totalement du blogging ni du podcast ou de la vidéo, c'est un gars qui s'appelle Mounir Moustalaf, il a fait des infographies dans le digital et lui s'est pas mal démarqué sur LinkedIn en faisant ces infographies qui résumaient d'autres articles ou d'autres vidéos qu'il avait vues sur le web. Et ça c'était unique, personne n'avait jamais vu ça avant, c'était instructif et à la fois, je dirais, comment on dit ça, amusant. Je ne sais pas si c'était pas vraiment amusant, mais les gens, ça leur plaisait de voir qu'ils résumaient ça dans une infographie, je ne sais plus comment il appelait ça encore, le Pokédex du marketing digital, ou c'était ludique, voilà, c'était ludique. Et Mounir Moustalaf. Je ne sais pas si quelqu'un... Mounir Digital. Ouais, maintenant c'est Mounir Digital, mais sur LinkedIn, c'est Mounir Moustalaf, mais bref, lui s'est différencié comme ça, donc c'est encore une méthode de se différencier et d'avoir un angle d'approche unique. Donc après, à vous de trouver votre angle d'approche unique. Ça peut être aussi votre personnalité, tout simplement. Juste avoir une personnalité forte dans les vidéos, faire rire, ou alors être plus sérieux, mais vraiment être très pragmatique, ça peut jouer aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de connaître votre personnalité. Ok ? Donc je continue, que je ne me perde pas dans mes notes. Ça, je peux en parler rapidement, mais c'est pas dur en fait. Et c'est plus, ça s'appuie plus pour le, ça s'applique plus au blogging, c'est de créer une conversation. C'est quand vous écrivez un article, n'essayez pas de dire vous faites ceci, faites cela. C'est vraiment de créer une conversation. Et donc, c'est pour ça que c'est important de donner des anecdotes claires et précises. Et en fait, simplement de raconter votre cheminement, vos idées, comment vous êtes arrivé à ces idées-là. Je pense que récemment, j'ai écrit un article où je disais dans l'article « Oh, voilà, en fait, je voulais vous parler de stories Instagram, mais finalement, je ne vous parle pas de ça, je parle plutôt de Messenger parce que j'ai vu un post intéressant sur LinkedIn où ça parlait des publicités Messenger, comme quoi il n'y avait aucune interaction humaine. Et donc, j'ai créé en fait cette petite conversation entre moi et le lecteur. Et je fais ça tout le temps, ça marche super bien parce qu'en fait, les gens trouvent ça hyper engageant et c'est ce qui fait que les gens lisent ligne par ligne la suite parce que ils veulent connaître la suite, je suppose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, là j'ai remis une anecdote, mais d'avoir un ton conversationnel super important. Dans les podcasts, c'est un peu la même chose, vous pouvez dire vous, je, raconter des anecdotes, c'est un peu la même chose dans les vidéos aussi. Et voilà, moi j'utilise ça beaucoup dans mes articles de blog et vraiment c'est un conseil que je redonne souvent pour, je ne vais pas dire pour se démarquer, mais pour avoir une écriture engageante et qui fait que les gens en fait se connecteront plus facilement à vous. Ils se diront ok, lui c'est pas juste un professeur, c'est quelqu'un qui a vraiment une histoire à raconter, une personnalité et j'ai envie de travailler avec lui et pas avec l'autre. Ça c'est super important, c'est ce que je me suis dit en tout cas au début. Je continue, j'ai encore regardé mes notes. Versace, j'ai déjà parlé. Ouais. 5e conseil sur le contenu, c'est n'écrivez pas pour Google. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Ça peut aussi s'appliquer à YouTube à la limite. L'idée, c'est pas de faire comme tout le monde dit, identifier un mot-clé et après mettez votre mot-clé partout sur votre titre, mettez la description dans l'article et c'est tout. Non, identifier un mot-clé, c'est vrai, sachez dès le départ sur quoi vous voulez vous positionner sur Google ou sur YouTube, mais après faites un vrai article qui répond à la question de l'utilisateur et qui n'est pas seulement optimisé Google, vous avez bien fait attention de mettre le mot-clé 3 fois dans l'introduction et 2 fois dans le titre, ça c'est n'importe quoi, je vois beaucoup de blogueurs. Je sais qu'ils ont écrit pour Google et ça se ressent et je pense que le lecteur le ressent aussi. Et je suis sûr qu'il y en a certains qui ont déjà eu des articles où c'était clairement optimisé pour Google et où vous n'avez pas fait attention à l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que aussi, puisque je parle de ça, si vous avez un site web, faites attention à avoir une très bonne expérience utilisateur. Je pense que c'est ce qui a fait que mon site s'est vite positionné sur Google, c'est que les gens restaient longtemps sur le site parce que les articles étaient longs, ils répondaient à leurs questions, mais aussi ils revenaient. Et comme ils revenaient, pour Google, ça veut dire ok, s'ils reviennent, c'est que ce site les intéresse. Donc ça, c'est très important d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un site qui est pas trop long à charger,
qui est bien optimisé, où on voit que vous avez vraiment pris le temps de le réaliser pour qu'il soit bien pour la personne, tout simplement, qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas des pop-up partout, qu'il n'y ait pas des trucs qui partent du bas, des sortes de, je sais pas comment on appelle ça encore, des pop-ins, je pense, je sais plus comment on appelle ça. En gros, c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent en bas, mais c'est un peu chiant, je trouve. Donc voilà. Après, je suis un peu mal placé pour dire ça parce qu'actuellement sur mon blog, il y a une grosse barre, mais pour la petite histoire, j'arrive pas à la retirer parce que si je la retire, il y a un petit souci, donc j'attends que mon développeur règle ça. Mais je fais très attention à ça, franchement, il n'y a aucun pop-up sur mobile. Il y a seulement un pop-up en exit intent, donc quand la personne essaie de partir, il y a un pop-up qui s'ouvre pour proposer de s'inscrire à un newsletter, et ça, j'y reviendrai juste après. Donc faites attention à tout ça. Alors point 6, justement, puisque je parle de ça, c'est développer votre communauté. Pourquoi ? Parce que pour moi, un blog, un podcast ou une chaîne YouTube ne vit pas sans sa communauté. Si vous êtes tout seul dans votre coin à écrire, à faire vos vidéos, à faire votre podcast et que vous n'interagissez pas avec les gens, ça va pas le faire. Ils vont se dire, ok, c'est qui celui-là, il est toujours en train d'écrire, il n'y a jamais personne qui commente, qui partage. Donc c'est super important dès le départ de créer votre communauté. Par exemple, toi tu fais un truc intéressant dans tes podcasts, Joseph, c'est que tu dis, voilà, j'ai répondu à la question des auditeurs. Ça, c'est intéressant. On se dit, ok, il m'écoute vraiment. Il prend le temps de répondre aux questions des auditeurs et il propose aux auditeurs de poser des questions. Et ça, je me dis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais moi, c'est un peu pareil dans mes articles de blog. Je finis toujours chaque article par une question. Donc, pour que les gens posent une question dans les commentaires, on va dire que ça crée la conversation. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 150 questions par jour, mais il y en a quand même, je dirais, une bonne dizaine, je pense, tous les jours, si on prend tous mes articles confondus. Donc déjà là, ça crée cet aspect communautaire parce qu'il y a certains articles qui, avec le temps, ils ont au moins 50, 60 commentaires. Et ça, je sais que Google aime les sites où il y a eu, les articles, où il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement, parce que ça montre en fait que les utilisateurs, ça leur a plu. Et je sais que Google fait attention à ça dans son algorithme de classement. Okay. Et après, c'est pas le tout de dire aux gens de faire des commentaires, c'est aussi de leur proposer de éventuellement vous rejoindre sur les réseaux sociaux ou dans votre newsletter. Et ça, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que pour moi, les réseaux sociaux et la newsletter ne devraient pas être le centre de votre communication. Pour moi, le centre de votre communication, de votre stratégie de contenu, c'est soit de votre blog, soit de votre chaîne YouTube ou soit de votre podcast. Et après, à partir du podcast, donc imagine que le blog, il est là, vous redirigez un peu partout sur Facebook, Instagram, newsletter, et éventuellement LinkedIn. Voilà, moi c'est à peu près ça le parcours, on va dire. Le parcours, c'est qu'en gros, quelqu'un découvre mon blog et je lui propose éventuellement de s'inscrire à ma newsletter. S'il s'inscrit à ma newsletter, je lui dis rejoins-moi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et un peu pareil, s'il me découvre sur LinkedIn, il verra des liens qui renvoient vers mon blog et éventuellement vers Facebook. Donc c'est vraiment tout un cheminement assez dingue. Mais la base, c'est le blog. Okay, c'est que quand vous arrivez sur mon blog, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'encarts où je propose de rejoindre ma newsletter ou de me rejoindre sur Facebook et Instagram. J'ai mis les liens des réseaux sociaux un peu partout à la fin des articles, dans le footer. Donc ça, très important de penser comme ça. Donc d'abord, d'avoir un point central dans votre stratégie de contenu qui est l'un des trois, blog, podcast ou chaîne YouTube, et ensuite de faire toutes des connexions entre chacun de ces canaux. Okay, parce que moi, personnellement, je trouve que de se dépendre de Facebook, Instagram ou LinkedIn, c'est très très risqué parce que si l'un de ces mastodontes change son algorithme et que d'un jour à l'autre il dit c'est fini les entreprises sur Facebook, on vous donne plus de visibilité, vous devez payer, ça peut nuire un peu à votre business et à votre visibilité. Voilà. Donc pour moi c'est super important de se concentrer seulement sur une chose. Et si vous devez en choisir un, ça serait la newsletter. La newsletter, là aussi vous avez beaucoup plus de contrôle que pour Facebook, Instagram et LinkedIn pour les mêmes raisons, c'est que les algorithmes ne changent pas tout le temps. Donc quand vous avez une liste email, elle vous appartient, c'est votre canal de diffusion que vous possédez. Okay, donc vous avez cette liste email, je ne vous conseille pas d'envoyer plus de 2-3 emails par semaine, je dirais même pas plus de 2. Et voilà, simplement vous envoyez des emails qui redirigent vers votre blog ou vos réseaux sociaux. Okay. Voilà, est-ce que ça répond à vos questions pour la communauté ou il y a d'autres questions là-dessus? Ça, c'est un truc intéressant que je pense que c'est quand même la clé du fait que le blog est vite monté, c'est que j'ai développé cette communauté dès le départ. Donc dès le départ, j'ai dit rejoignez ma newsletter, il y a du contenu exclusif et à chaque fois, j'ai reproposé de revenir sur mon blog. Donc ça fait que les gens ont été habitués à revenir sur mon blog. Et donc chaque semaine actuellement, pour ceux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ma newsletter à part peut-être Hélène et peut-être Joseph, je pense. Dans ma newsletter, chaque semaine, je propose
soit un lien vers mon blog ou soit un lien vers Facebook quand je n'ai pas écrit d'article de blog. Donc c'est super important pour moi de garder cette relation avec les personnes qui me suivent. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fini pour la stratégie de contenu. Ah non, j'ai failli oublier la fin. C'était les appels à l'action. Les appels à l'action, je pense que c'était le point 7. Bon, vous vous rendez bien compte que si vous avez un blog, une chaîne YouTube ou un podcast et que vous ne proposez jamais aux gens vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire ensuite, ils ne vont rien faire. Donc si vous ne dites pas que vous proposez des services ou que vous avez une newsletter ou que vous avez une formation, il y a peu de chances qu'ils vont y faire attention. Donc moi, je mets énormément d'appels à l'action à la fin de mes articles. Je vais mettre plusieurs trucs parce que j'ai tellement de trucs. Donc il y a fin des articles, il y a la barre latérale. Donc, la barre latérale, c'est ce qu'il y a sur le côté. Donc vous avez les articles et puis sur la barre latérale, vous avez aussi des appels à l'action. Donc barre latérale. Il y en a aussi au sein des articles, donc à l'intérieur. Et je pense qu'il y en a aussi, que je ne dise pas de bêtises, il y a le pop-up. Il y a aussi le pop-up. Après, moi, j'ai choisi de mettre en place des appels à l'action de façon à ce que les gens rejoignent ma newsletter, parce que c'est quand même super important pour moi. Je sais la valeur que ça peut avoir. Après, si jamais vous voulez uniquement centrer vos appels à l'action sur des demandes de devis ou sur des audits gratuits ou sur des appels découvertes, faites-le, faites plutôt ça à la place. Si vous voulez avoir plus de leads, je suis sûr que si je faisais ça à la place, que je mettais des appels découvertes, des audits gratuits, j'en aurais 10 fois plus. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils seraient tous qualifiés. Donc ça, je vous expliquerai comment moi je mets en place mes appels découvertes et mes audits gratuits. Je fais un peu différemment. Donc, vous pourrez éventuellement faire ça. Et généralement, un appel à l'action, ça prend la forme d'une sorte d'encart, où ça peut être un lien textuel, ou ça peut être aussi un simple bouton. Okay, soit un bouton qui... Il est un peu bizarre mon bouton. Soit un bouton qui redirige vers une page de contact ou qui redirige vers une landing page qui présente vos services ou votre boîte. Mais ça, c'est intéressant, je trouve, le bouton qui redirige vers une landing page. Le lien, c'est un peu la même chose. Moi, ça redirige aussi vers des landing pages. Et l'encart, en gros, c'est quelque chose, vous avez juste un titre, un sous-titre et un appel à l'action pour éventuellement remplir un formulaire. Ok. Donc voilà. Maintenant, je vais encore effacer ça. Et après, c'est vrai que je n'avais pas prévu ça, mais puisqu'on en parle, je dirais que le point 8 de la stratégie de contenu, que je pourrais ajouter, c'est de créer des pages qui présentent vos offres. Et ça, franchement, je vois très peu de consultants qui ont une page qui est entièrement dédiée à une de leurs offres. Actuellement, sur mon site, j'ai, je pense, 3 pages pour mes 3 plus grosses offres. Première offre, c'est gestion des campagnes. Deuxième offre, c'est accompagnement sur mesure sur plusieurs semaines, donc avec formation en ligne. Et troisième offre, c'est juste du coaching. Okay, et pour chaque offre, j'ai une page qui détaille exactement l'offre, les pain points, les objectifs, les résultats qu'ils vont obtenir, les choses qu'on va faire ensemble durant cet accompagnement, le process, des témoignages. Je ne pense pas qu'il y ait encore des études de cas. Il y a aussi à qui ça s'adresse. Donc c'est vraiment très très complet, vous irez voir quand vous aurez le temps. Et sur ces pages-là, le seul et unique objectif, c'est que la personne me contacte, donc pour un appel découverte. Donc généralement, je vends un appel découverte. Et c'est là que je génère des leads. Donc c'est vraiment sur ces pages-là que je génère des leads. Après, encore une fois, vous pourriez faire des appels à l'action dans vos articles de blog ou dans vos vidéos YouTube vers ces pages-là, vers les pages services. Ça peut être intéressant aussi, j'ai jamais testé, mais à mon avis, ça va bien marcher aussi. Donc, mes appels découvertes, donc généralement, c'est 30 minutes gratuits, sans engagement. Je constatais que ça fonctionnait plutôt bien. Et ce que je vends aussi en plus, et ça, c'est à vous de voir, et je trouve que ça marche super bien aussi, et très peu de gens le font, c'est des audits gratuits. Donc je mets plus audit gratuit si affinité. Bon, c'est pas exactement ça, comme ça que je le dis, mais je dis si l'appel découverte se passe bien, je vous proposerai également un audit gratuit de vos campagnes ou de votre situation actuelle. Et ça, c'est un super appât parce qu'en fait, l'audit, c'est gratuit, et un audit, ça a de la valeur. Moi, j'explique que c'est un document de 10 pages sur lequel j'évalue leur campagne sur base de 32 critères. Je suis très précis. Et donc ça attire un peu les gens. Donc voilà, ça c'est un peu mes 2 lead magnets, comme on dit, pour attirer des personnes qui vont potentiellement me contacter. Vas-y, dis-moi. Juste une toute petite question, tu as un taux de conversion à peu près de combien? Très très faible. Franchement, très très faible. Je pense que sur... j'ai pas calculé le taux de conversion. Ouais, sans les appels.
J'en ai environ 15 à 20 par semaine. Ok. Et le truc, c'est que j'ai seulement commencé à les traquer ce mois-ci parce que je ne savais pas comment installer le code analytique sur le bouton. Donc j'ai dû faire appel à quelqu'un pour qu'il m'aide là-dessus. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y en a 15 à 20 par semaine. Et pour te donner une idée, mon site, il a, je pense, 20 000, 25 000 visites maintenant par semaine, ce qui est très très faible évidemment. Donc on peut faire mieux évidemment, je le sais. Malheureusement, je me suis déjà posé. Ouais. Les leads, ceux qui t'appellent justement, là tu as un taux de conversion qui est... Ah oui, là généralement, c'est franchement 1 sur 2. Après, il y en a qui ne sont pas qualifiés, mais quand j'ai quelqu'un au téléphone, généralement, j'arrive à bien lui proposer mon service. Et comme j'ai 3 offres, je sais qu'il y aura toujours quelque chose qui s'adaptera le mieux à sa situation. Après, si tu veux savoir, dans les 15 à 20 leads, il y en a peut-être 5 à 10 qui sont qualifiés, qui répondent aux critères que j'ai pour les entreprises avec lesquelles je veux travailler. Mais un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ces formulaires-là, c'est des formulaires quand même assez longs. Je demande quand même nom, prénom, adresse email, site web, budget marketing et objectif. Et déjà, le budget marketing, ça fait un peu peur parce que je dis 1 000 €, entre 1 000 et 5 000 et plus de 5 000. Donc déjà, tu te dis, bon, j'ai pas 1 000 €, je vais pas le contacter. Donc je pense que c'est souvent des leads qui sont plus ou moins qualifiés. Après, des fois, il y en a, ils exagèrent. J'ai l'impression qu'ils ont fait un test, ils exagèrent. On dirait qu'ils viennent de créer leur site web. Et moi, je suis là, ouais, tu viens de créer ton site web, ça va être un peu compliqué. Et après, à ce moment-là, je dis, voilà, je suis désolé, je suis pas disponible en ce moment, je pourrais pas t'aider. Mais si jamais tu veux, je peux te recommander quelqu'un. Comme ça, des fois, la personne répond, dit oui, je veux bien que tu me recommandes. Et je recommande quelqu'un de mon réseau. Voilà. Voilà, ça c'était totalement fini pour la stratégie de contenu de A à Z pour être visible et trouver des clients. J'espère que ça vous a aidé. C'est pas totalement fini parce que c'est pas le tout de créer du contenu, c'est aussi de vous différencier, pas seulement par votre contenu, mais aussi par votre branding, on va dire, parce que quand vous êtes consultant, je trouve en quelque sorte de plus en plus, comme il y a de plus en plus de consultants freelance, ça se démocratise et donc on devient peut-être un peu des commodités. Je sais pas, j'aime pas trop le mot, mais l'idée c'est de se différencier. Comme quoi on dit, ok, moi je suis pas juste quelqu'un qui va venir dans ton entreprise et te faire ta publicité. Je suis aussi un vrai expert, j'ai une personnalité. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est super important parce que j'ai constaté de plus en plus que les gens font appel à une personne et pas seulement à des compétences. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien mettre en avant ma personnalité dans mes articles ou sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'allais parler un peu plus de réseaux sociaux. Donc je vais mettre étape 3. Comment c'est ça là? Étape 3. Personal branding, donc c'est le terme qui est employé. Alors le personal branding, vous savez déjà plus ou moins ce que c'est? Vous avez déjà entendu parler du terme? Personal branding. C'est un terme un peu à la mode en ce moment, c'est un peu la même chose que réputation. En gros, c'est juste dire qui suis-je, qu'est-ce que je fais et voilà, c'est en quoi je me différencie sur le marché. Ok. Donc moi par exemple c'est expert Facebook, blogueur, entrepreneur, enfin plus ou moins ça. Ok. Donc comment ça se développe le personal branding? Déjà énormément avec les réseaux sociaux, parce que grâce aux réseaux sociaux vous allez produire du contenu encore une fois, donc on peut faire un peu le parallèle avec le blogging, les podcasts et les vidéos, c'est que vous allez produire du contenu et encore une fois montrer que vous savez de quoi vous parlez. Parce que c'est ça le but, c'est que quand vous développez une marque personnelle, c'est que vous devez encore une fois savoir sur base de quoi vous voulez la développer. Moi, je veux la développer sur le fait que je suis un expert Facebook, expert de la publicité Facebook, donc je produis énormément de contenu là-dessus. Et donc sur les réseaux sociaux, je vais encore plus loin. Je parle des actualités. Donc généralement, c'est ce que vous pourriez faire aussi, c'est parler des actualités dans votre secteur, de vos tests, expérimentations, et repartager des conseils tout simplement. Ça vous aide à développer votre personal branding. Ok. Voilà. Alors, je vais revenir sur mes notes pour voir ce que j'avais dit là-dessus en plus. Est-ce que tu communiques sur les clients avec ta C'est une bonne question, franchement. Sur les réseaux sociaux, je ne le fais pas énormément. Je pense que je devrais. Je pense que je le devrais. Je vois quelques consultants qui le font et ça a l'air de bien marcher. Je discutais encore tout à l'heure avec une personne que j'ai rencontrée. Elle m'a dit « Ah oui, j'ai fait appel à ce consultant parce que je voyais qu'il était toujours en train de partager ce qu'il faisait pour ses clients et ça m'a donné envie de le contacter. » Donc je pense que c'est une très bonne idée de communiquer sur eux. Après, moi, j'aime pas tellement parce qu'il faut demander aux clients, etc. Je suis peut-être pas à l'aise de communiquer là-dessus, mais il y en a qui le font, ouais. Mais sauf qu'en fait, ils vont par exemple montrer des messages et cacher le nom du client. Ouais, ils sont contents, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai des témoignages sur mon site, ça bien sûr, j'ai des témoignages, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pas tellement envie. En plus, je vais garder le focus sur moi, c'est peut-être une erreur, mais je sais pas, j'ai pas tellement envie de parler de mes clients sur mes réseaux sociaux. J'ai déjà vu qu'il y en a qui le font, mais c'est pas ce que je préfère.
Après, je pense que ça peut être intéressant de faire une étude de cas vidéo, la montrer dans la pub, et ça peut être intéressant, mais c'est encore un autre sujet. Donc je reviens sur mes notes. Franchement, j'aurais dit actuellement, puisqu'on en parle et qu'on est entre freelance, utilisez LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui a énormément de potentiel. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'actuellement, la portée organique sur un réseau social comme LinkedIn, elle est extrêmement élevée. Vous pouvez avoir littéralement des dizaines de milliers de personnes qui voient vos posts alors que vous avez 500 connexions. Si un post devient viral et qu'il y a une dizaine de personnes qui le partagent, il y en a d'autres qui vont le partager, ainsi de suite, d'autres qui vont commenter et ça va donner extrêmement de visibilité à votre post. Et je trouve que pour développer votre personal branding, c'est intéressant parce que sur LinkedIn, il y a essentiellement des professionnels et des entreprises. Donc, utilisez LinkedIn, utilisez ces stratégies-là sur LinkedIn. Actualité, texte, expérimentation, conseils, repartage de posts, storytelling, tout ce que vous voulez. Ça marche extrêmement bien, je trouve. Et j'ai failli oublier les vidéos. Les vidéos sur LinkedIn, ça fait énormément de buzz parce que LinkedIn veut pouvoir aussi gagner une part du marché de la vidéo, un peu comme Facebook le fait, un peu comme Instagram le fait. LinkedIn fait exactement pareil avec les lives qui sont arrivés et avec les vidéos natives qui sont là depuis 2 ans. Et malgré tout, depuis 2 ans, elles ont toujours, on va dire, une sorte de priorité au niveau de l'algorithme. Okay. Et puis, je failli aussi oublier, c'est que sur LinkedIn, vous pouvez mettre aussi créer des articles natifs. Ça, c'est pas mal non plus. C'est qu'admettons que vous avez écrit un article ou vous avez fait un podcast, eh bien, vous reprenez ce podcast ou cet article et vous l'écrivez nativement sur LinkedIn, donc vous faites un copier-coller et ça marche bien en termes de visibilité. Parce qu'encore une fois, c'est la plateforme native de LinkedIn et LinkedIn veut mettre en avant les contenus qui sont publiés sur sa plateforme. Voilà. Troisième chose, c'est raconter votre histoire personnelle. Je pense que ceux qui me connaissent connaissent justement cette histoire parce que je l'ai beaucoup racontée. Bon, je ne vais pas la raconter, mais j'ai beaucoup raconté de choses sur mon blog, sur ma page à propos, sur mes réseaux sociaux. Alors ce que je fais beaucoup, c'est que je raconte mes erreurs, les leçons que j'ai apprises. Mais voilà, j'essaye pas. En fait, ce que je veux, c'est que je veux pas apparaître comme le gars qui sait tout. Au contraire, je veux montrer que je fais des erreurs et que j'en ai appris des choses et que les personnes qui me suivent peuvent aussi apprendre des choses de ces erreurs-là. Donc je raconte beaucoup de mes histoires personnelles, même s'il y a des trucs un peu plus embarrassants. Après, je ne dis pas de raconter votre histoire. Non, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne dis pas de raconter vos trucs secrets, mais voilà, n'hésitez pas. Si vous faites, je sais pas, si vous avez fait une connerie avec un client et que c'était un truc qui était évitable et qui pourrait apporter quelque chose aux gens, parlez-en. Moi, une fois, je me rappelle, j'avais j'avais pas beaucoup communiqué avec un client et je l'ai perdu comme ça parce que je communiquais jamais avec lui et j'en ai parlé sans langue de bois sur mes réseaux sociaux et ça a plu aux gens, ça a créé de l'engagement et pourtant c'était une grosse erreur de ma part de pas communiquer avec lui et je l'ai dit dans les réseaux sociaux que je n'avais pas compris pourquoi il avait arrêté alors que j'avais des bons résultats, mais c'est parce qu'en fait je communiquais pas beaucoup avec lui. Erreur de débutant. Voilà. Et dernière chose, je pense que c'est quasi terminé sur le personal branding. Je pense que j'ai plus d'autres choses à dire. Je vais quand même voir. Ouais, je disais affirmer votre personnalité et vos valeurs. C'est un peu tout ce que j'ai un peu dit. C'est un peu ce que j'ai dit avec l'histoire personnelle. C'est faut pas hésiter à vous montrer qui vous êtes et parler de vos valeurs. Moi, j'essaie de les communiquer en tout cas dans tous mes contenus. Je pense que les valeurs clés pour moi, c'est l'humilité, le travail. Il y a quoi d'autre encore que je dise pas de bêtises. Il y a plein de valeurs, mais j'essaie vraiment de les mettre en avant sur mes réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous avez des questions ? J'avais espéré que vous me parliez un peu du temps. Comment Ah ouais, je peux parler du temps, bien sûr. Ouais. Ah, je peux parler du temps, bien sûr. C'est vraiment, voilà. Franchement, ça prend énormément de temps. Je vais te le dire maintenant. Pour écrire un article, ça me prend entre 6 et 8 heures de travail, sachant que je suis très rapide par rapport à avant. Avant, ça me prenait peut-être 10 heures, mais les articles n'étaient pas d'aussi bonne qualité. Maintenant, ils sont de meilleure qualité et je les écris beaucoup plus vite. Il y a un temps de recherche que je fais un peu. Pour te donner un exemple, pour écrire un article, il y aura toujours une partie recherche que je ferai peut-être un jour avant ou même une semaine avant pour pouvoir en fait nourrir mon cerveau d'idées de base la semaine avant d'écrire l'article. Puis après, je l'écris. Ça, généralement, j'essaie de viser 1000 mots par heure. Après, pour une vidéo, je ne sais pas comment on calcule ça, mais 1000 mots par heure. Et puis après, le lendemain, je le relis. Alors malheureusement, je fais tout ce process tout seul. J'aurais bien pouvoir déléguer la partie recherche, la partie relire. Ça m'ennuie à mort de le faire parce que je laisse toujours des fautes. Et voilà, ça, je fais attention. Et puis pour les réseaux sociaux, ça me prend environ, je pense, 2-3 heures par semaine, sans compter les... Non, je dirais 2 heures par semaine sans compter les réponses aux commentaires. Et si je compte toutes les réponses aux commentaires, ça va prendre plus d'1 heure à mon avis. Donc tu comptes environ 10 heures minimum, plus encore la newsletter. Et c'est vrai que c'est un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que pour la stratégie... 2 jours par semaine, le tout quoi. Ouais, franchement, je pense qu'en tout, c'est quasiment 2 jours. Dis-toi que le samedi, je passe vraiment à peaufiner les articles. Ah oui, donc c'est pas dans... Ouais, moi, je travaille 6 jours sur 7 minimum. Ouais.
Dieu chaud, d'accord. Oh, mais bon, voilà, c'est faut ce qu'il faut. Et puis je trouve que le contenu, c'est vrai que je ne l'ai pas assez mis en avant, mais c'est exponentiel. Parce que là, j'ai quoi? J'ai 85 articles sur mon blog, mais j'ai toujours plus de personnes qui visitent mon site, qui me contactent, qui me rejoignent sur les réseaux sociaux. C'est dingue. Avant, c'était pas le cas, évidemment. Donc je sais que c'est un travail qui pèse sur le long terme parce que il y a des articles que j'ai écrits il y a 1 an et demi qui continuent à rapporter du trafic et éventuellement des demandes. Et ces articles, en fait, ça je ne l'ai pas dit, c'est que je les renouvelle. C'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que quand vous avez des articles, il faut les renouveler, les mettre à jour. Parce que ça ne sert à rien de réécrire un truc que vous avez déjà écrit. Il faut juste le mettre à jour avec des nouvelles images, des nouvelles données, des nouvelles datas. Voilà. Excuse-moi, ça veut dire quoi les pages natives? Ouais, les pages natives, c'est en fait sur LinkedIn, tu peux publier un article sur leur plateforme qui s'appelle LinkedIn Publishing. Et donc LinkedIn Publishing, c'est un peu comme une sorte de Medium. Medium, c'est un site où tu peux publier des articles. Et là, en fait, tu l'écris comme si tu écrivais sur ton site, sauf que tu écris chez LinkedIn. Donc c'est natif. Il n'est pas à 2 endroits différents Des endroits différents dans LinkedIn natif et sur ton blog. Ah si. Mais il n'y a pas de souci. Non, j'ai déjà entendu qu'il n'y a pas de problème. J'ai déjà entendu qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Après, il y a beaucoup... Je pense qu'il y a... Enfin, maintenant que j'y pense, je pense qu'il y a des gens qui vont donner un avis là-dessus, mais d'autres que j'ai déjà lu, j'étais quasiment sûr qu'il n'y a pas de souci par rapport à Medium et par rapport à LinkedIn. En tout cas, Medium, je pense qu'ils mettent une URL canonique, un truc comme ça, et donc ça pose pas de problème. Vas-y, Hélène, t'étais la première. Je voulais savoir à propos de tes clients, du coup, à l'heure actuelle, tu en as à peu près combien? Ouais. Et c'est quelle typologie de clients? En récurrent, j'en ai 6 actuellement, donc c'est déjà pas mal de boulot. Il y a une agence de voyage, il y a 3 sites e-commerce, il y a un réseau d'agents immobiliers, et donc c'était quoi le 5e? Et une prochaine qui va arriver, c'est quasiment sûr, c'est aussi une boutique e-commerce. D'accord. Et du coup, tu refuses des demandes? Ouais, tout le temps. Tout le temps, donc je fais attention. Maintenant, je vais refuser moins, mais... Waiting list, ça, c'est pas... Pardon? Si, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Ouais, la liste d'attente, c'est une bonne idée. Je l'ai pas encore mis en place, mais je ferai ça, ouais. Je fais ça, ouais. Oui, dis-moi. Une question. Ouais. J'ai une question. Tu disais que tu rédigeais des articles très longs. Ouais. Je me suis baladé sur ton site et c'est assez long, mais c'est intéressant. Ouais. Où est-ce que tu t'arrêtes dans le contenu, dans les infos que tu donnes? Je m'arrête pas. Franchement, je m'arrête pas, c'est une question qui revient. Ouais. Et moi, je suis parti de l'école de donner le plus de valeur possible sans jamais rien attendre en retour. Donc, je donne le plus de valeur possible. Je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont me contacter parce qu'ils ne voudront pas faire le travail ils voudront pas faire le travail eux-mêmes ou tout apprendre par eux-mêmes. Donc, d'office, par exemple, quand moi je vends mes formations en ligne, je le vends comme étant quelque chose de pratique, une vraie méthode, un truc à suivre pas à pas, plutôt que les articles où tu dois aller piocher là, puis après là-bas. Et tu peux le faire tout seul, voilà, toutes les infos qu'il te faut. Ouais, c'est ça. Peut-être que si tu as besoin, parce que tu veux, t'as pas le temps. C'est ça, ouais. C'est ça. Après, mon objectif maintenant, il est double, c'est de promouvoir mes formations et aussi promouvoir mes services. Donc, c'est vrai que pour les formations, je devrais peut-être faire attention à ce que je dis, mais je pense pas, sincèrement, je pense vraiment pas que les gens prennent vraiment tout et vont se dire « Ah non, je prends pas la formation, je vais lire tous ces articles à la place ». Je pense pas qu'il y ait des gens qui pensent comme ça. Et s'ils pensent comme ça, sincèrement, c'est pas mon client idéal. Donc voilà. Ouais. Je vais te poser une question sur ta stratégie de promotion justement. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. J'ai totalement oublié de le dire. C'est super important. C'est vrai que c'est 20% de création et 80% de promotion. Je vais t'expliquer tout. Au début, j'ai totalement oublié ça. C'est qu'au début, je partageais beaucoup les articles dans les groupes. Je trouve que maintenant, ça fait un peu spammer et je pense que les groupes ont de moins en moins de visibilité organique. Donc avant, il y avait plus de facilité d'aller dans un groupe et partager ces articles. Et le truc, c'est que ça te demande de créer des relations avec les administrateurs de groupe, ce que j'ai fait. Donc ça demande du temps et c'est intéressant pour avoir du trafic au début. Ce que je faisais aussi, c'est que j'écrivais, et ça j'ai totalement oublié de le dire, c'est que j'ai fait beaucoup de partenariats, donc écrire des articles sur d'autres blogs, j'ai totalement oublié de le dire, j'en ai écrit au moins 20-30 dans un espace de temps très très court, je pense en 1 année à peine, donc ça m'a apporté énormément de visibilité parce que je bloguais chez tous les autres blogueurs qui étaient connus. Donc je m'associais à eux, donc je montrais que je les connaissais, donc si je les connais, c'est que forcément je suis peut-être intéressant à suivre, donc en tout cas dans l'esprit des gens. Donc ça a beaucoup aidé. Puis après, j'ai commencé à faire des interviews, par exemple avec Joseph, avec tous des experts du domaine. Et ça aide beaucoup en fait à te passer peut-être de spécialiste à autorité, puisque en fait tu traînes avec tous les experts du secteur. Tu vois. Donc ça, c'est ce que j'ai fait beaucoup en termes de promotion et partenariat. Et là actuellement, ce que je me contente de faire, parce que je suis flemmard, c'est que je promouvois un newsletter. Je mets sur Facebook, sur LinkedIn. J'utilise aussi un outil qui s'appelle Subscribers. Donc en gros, c'est des notifications push. Je ne sais pas si vous voyez le petit
quand vous allez sur un site, il fait écrit le site web aimerait bien donner des notifications, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez? Donc moi je fais ça, donc il y en a beaucoup qui acceptent et après je leur envoie des notifications pour qu'ils reviennent sur mon site et qu'ils visitent les nouveaux articles. Et ils ont comment les notifications? Sur leur navigateur Chrome, sur le côté à droite. C'est une sorte de plugin Chrome. C'est pas un... Non, c'est pas. Non, c'est dans Chrome. En fait, c'est intégré dans Chrome, dans Safari. C'est intégré dans Chrome, dans Safari. Et C'est vraiment utilisé. franchement, moi, j'ai 300-400 clics par notification, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et les newsletters, c'est bien aussi. Et après, pour Facebook, je promeux l'article avec la pub Facebook. Je mets 20-30 euros et puis voilà. Mais je devrais mettre plus, mais c'est juste que ça me rapporte pas directement de l'argent, donc je préfère faire attention à comment j'investis maintenant mon argent dans la pub. Mais franchement, si tu as de l'argent à mettre, tu mets 50 euros dans la pub Facebook, tu recibles les gens qui te connaissent déjà. Peut-être tu peux cibler les gens dans ton secteur ou cibler les gens qui pourraient potentiellement être intéressés par tes services, en ciblant par exemple les entrepreneurs, les personnes qui ont une page Facebook dans la restauration. Si tu cibles les restaurateurs, tu peux faire ça avec la pub Facebook. Subscribers, c'est ça? Ouais, Subscribers. C'était gratuit avant, maintenant c'est devenu payant. Donc je pense que je paye $40, un truc comme ça. Par mois? Ouais. Ah non, 49. C'est 49, mais ça revient en 40 euros en euros, donc je pense. Ah, donc t'investis quand même pas mal chaque mois là-dessus. Ah oui, c'est vrai que si je te donne mes outils, donc il y a Subscribers, 40 euros, il y a la pub, bah, tu peux compter 200 euros pour promouvoir les articles et les contenus. ActiveCampaign, mon autorépondeur, ça coûte plutôt cher, parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, donc ça coûte cher malheureusement. Mais après, tu as Mailchimp où tu peux en avoir jusqu'à 2000 et c'est gratuit. Et puis, je pense que c'est tout en termes d'investissement. Ça, et puis, c'est pour la newsletter. ouais, et pour le blog, en fait, bah, ça je ne l'ai pas dit, mais si tu veux créer un site WordPress, ça te coûte 100 euros, je pense, pour l'hébergement et pour le nom de domaine, ça coûte 100 euros au début. Après, si tu veux avoir un site web qui est vraiment rapide et qui offre une bonne expérience, je te conseille d'avoir un serveur VPS, c'est ce que moi j'utilise actuellement, et là ça coûte 30-40 euros par mois, je pense. Moi, Ouais. je me demande quel pourcentage de ton temps est dédié à tes clients et quel pourcentage de ton temps est dédié à ton contenu. Ouais, c'est une bonne question. Pour mes clients, en fait, je travaille peut-être 3 heures par jour pour eux, je pense, un truc comme ça. Okay. Après, c'est vrai que ce qui est bien avec la pub Facebook, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en gros, la pub Facebook, c'est que vous paramétrez des campagnes et vous les optimisez au cours du temps, mais ça ne sert à rien de les optimiser au jour le jour. Donc parfois, moi, généralement, le lundi, c'est un jour de rush où je vais énormément travailler pour mes clients et après, le mardi, ça va juste regarder, à moins qu'il y ait une catastrophe, je fais rien. Mercredi, pareil, s'il n'y a pas de catastrophe, je fais rien. Et jeudi, vendredi, je mets en place de nouveaux tests, généralement. C'est souvent le jeudi, vendredi que je mets en place les A/B tests de l'audience, du message, de l'image. Mais pour être honnête avec vous, je me prends de moins en moins la tête avec la pub Facebook. J'essaie d'avoir une approche plus minimaliste plutôt que de créer une vraie usine à gaz avec 150 publicités et 150 audiences. Je pense que les pros de la pub Facebook savent que maintenant les algorithmes sont très intelligents et qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça et que l'intelligence artificielle est très... Ouais, faut pas le dire, ouais, faut pas le dire, ouais, faut pas le dire. Il faut pas le dire, c'est vrai. Parce qu'en fait, par exemple, pour la pub Facebook, pour la petite histoire, une croyance commune, c'est qu'il faut cibler énormément précisément son audience, mais en fait, plus on cible large, mieux c'est maintenant. Donc c'est assez marrant. Ouais. Justement, par rapport à la pub Facebook, est-ce que tu as comme ça un apprentissage que tu pourrais partager, un truc vraiment super important? Sur la pub Facebook? Ouais, auquel les gens font pas trop attention quand ils commencent, par exemple. Quand ils commencent, qu'ils font pas trop attention, c'est peut-être une très très bonne question. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais dire là-dessus. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Ça a peut-être une idée derrière la tête, franchement, si tu l'as. Moi, je sais pas, par exemple, comment est-ce que tu optimises tes campagnes? Tu testes les images, tu testes les titres, c'est quoi que tu... Non, moi je teste beaucoup plus les images. Je trouve que le titre, ça pas... En fait, le titre, j'utilise toujours plus ou moins la même chose, c'est je mets en avant l'offre. Et l'image, ouais, je teste. En fait, je teste de plus en plus des formats plus que des images différentes. J'ai testé vidéo contre image ou carrousel contre vidéo. Donc, je fais des choses comme ça. Donc, non, franchement, je sais pas quel conseil de base te donner avec la pub Facebook, à part de connaître ton client cible. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Joseph, c'est même avec un ciblage large, ça fonctionne bien. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un message bien écrit, bien rédigé, avec une proposition de valeur claire. Et encore une fois, parler à ton audience, c'est super important ça. Moi, j'aurais dit de ne pas, ce que tu as dit, de ne pas micromanager tes campagnes. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est de ça. ne pas lancer une campagne pub aujourd'hui et tu regardes le résultat demain, c'est pas tout à fait ce que tu espérais, tout de suite changer et puis ensuite regarder le lendemain. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Il faut laisser un peu de temps à l'algorithme pour qu'il aille trouver les bonnes personnes, qu'il optimise lui-même. Et moi, je fais un peu des optimisations une fois par semaine. Ouais, lui, c'est vraiment très très peu. Hein. Franchement, j'en fais peut-être, allez, au moins 2-3 quand même. Je fais quand même des petites modifications. Je réaugmente les budgets, je réaffecte. Je fais des choses comme ça. Ça dépend des budgets, parce que sur les gros budgets, Ouais. plus, en tout cas, je fais un peu ça.
Alors, c'est vrai que ça dépend vraiment des comptes. J'ai des comptes avec des budgets 4-5 000 par mois et où j'ai quand même 4-5 campagnes différentes. 2 de conversion en acquisition remarketing, 2 de vente en catalogue, acquisition remarketing, une autre d'interaction et encore une autre c'est une fidélisation mais c'est une campagne à part quand même. Donc ça fait quand même pas mal de campagnes à gérer donc il faut... Après, tu peux avoir des campagnes qui tournent un peu toutes seules. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu vas le tester beaucoup au début, puis C'est tu vas ça. trouver un truc qui marche. C'est clair. Pas parce que ça va toujours être des nouvelles personnes. C'est clair, c'est exactement ça. C'est exactement Une ça. campagne d'acquisition où là tu vas chercher de nouvelles personnes, ça là, tu es un peu toujours obligé de les faire tourner parce que tu risques d'être exposé aux mêmes personnes. Faut pas qu'ils voient la même pub 50 fois. Ouais. Ouais. Du coup, tu produis aussi le contenu de la pub et au-delà du management. Ouais. Pour certains clients, je produis du contenu. Pour d'autres, ils veulent faire les messages publicitaires, mais je les conseille après sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il y en a qui veulent vraiment garder la main, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, tout ce qui est image, je m'en occupe pas. C'est eux qui gèrent ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme je travaille avec des PME essentiellement, ils ont des contenus, ils ont des community managers, donc c'est parfait. Ouais. Tu parlais de l'importance de la communauté. Toi, justement, comment ça s'est matérialisé? Tu as fait des groupes Facebook, tu les as rencontrés en live, t'as fait comment? Pas encore, ça c'est vraiment trop dommage. J'aimerais trop le faire un jour sur Paris ou sur Bruxelles, faire une rencontre avec les gens les plus, on va dire, les plus soudés dans la communauté. Après, je trouve pas que j'ai une grosse communauté quand tu regardes bien parce que mon groupe Facebook est un peu mort, donc j'ai en effet un groupe Facebook, mais il est un peu mort. C'est plus moi qui parle et qui dit voilà, qui donne des contenus, les gens qui répondent. Il y a des gens qui posent des questions, mais je trouve que, alors pour moi une communauté, non, je trouve que les communautés, je trouve elle est pas aussi forte par exemple que, je trouve par exemple Charlotte Tapieto de Postadem, elle a une communauté très très forte parce que les gens se répondent entre eux. Moi pas tellement, enfin un petit peu, mais en fait ça s'est matérialisé avec le temps, comme tu disais, c'est au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que le groupe Facebook ça avait beaucoup aidé. Après je l'ai un peu abandonné parce que ça me prenait vraiment trop de temps de le faire. Et je regrette un peu, mais dans un sens je me dis de toute façon mon business n'est pas seulement basé sur une communauté et je ne peux pas me permettre de tout faire en même temps. Peut-être qu'un jour je reprendrai le groupe Facebook parce que ça a de l'avenir, mais là je l'ai pas beaucoup fait. Mais si tu veux créer une communauté, je te conseille vraiment d'avoir un groupe Facebook ou une newsletter, ou même les deux, je dirais. Je proposais une Zoom avec des gens. Ouais, mais ça serait. Alors, je le fais plus ou moins dans mon groupe Facebook avec les. Pardon? Ask me anything. Ah ouais, mais. Ask me anything, ouais, je sais pas comment on dit en français, posez-moi. Demandez-moi tout, mais dites-moi tout, je sais pas. Écoute, je le fais pas, mais je devrais vraiment prendre le temps en fait de faire des lives Facebook et d'interagir avec tout le monde, comme tu dis, Ask me anything. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de faire intervenir des intervenants. Peut-être toutes les 3-4 semaines sur ma page, comme ça fait un peu réagir les gens et ça leur montre que je suis bien là, en fait, que je suis actif et j'ai envie d'apporter de la valeur. Et vraiment, ça c'est mon objectif là. Après, moi je suis pas tellement à l'aise de faire de la vidéo, d'être tout seul devant la caméra et de faire ça devant ma page. Pas encore, je vois pas trop faire ça en fait pour l'instant. Mais je devrais le faire. Moi j'ai une question par rapport quand tu as expliqué comment écrire un bon article. Ouais. Et tout ce que tu as listé, je trouve que c'est hyper pertinent et en plus c'est vraiment, ça se reflète dans tes articles. On voit à la fois du contenu de qualité, ça se voit que tu sais de quoi tu parles, et en plus on se dit il a l'air hyper sympa ce mec, j'aimerais bien aller boire un coup avec lui. C'est le cas, hein. Mais comment t'as appris ça? Comment t'as trouvé, c'est quoi cette recette pour faire un bon article? Ouais, franchement, elle est venue naturellement. C'est vrai qu'au début, j'ai relu certains de mes articles, au début je dis waouh, c'était pas terrible ça, c'était pas comme tu l'écris maintenant. C'est venu naturellement, je pense que j'écris vraiment comme je parle, et je fais comme si je m'adressais à un ami en fait, honnêtement. Et après la recette clé c'est en fait tu fais introduction, tu attires l'attention de la personne, tu essayes de jouer sur sa curiosité ou alors sur un de ses pain points, une question qu'elle se pose. Puis après, tu engages la personne de cette façon-là, tu poses des questions, tu racontes une petite anecdote éventuellement. Puis après, tu passes sur le corps du texte avec plusieurs sous-titres concrets. Donc soit c'est du step by step, donc step 1, step 2, step 3. Ou alors c'est des différents conseils, donc conseil 1, conseil 2, conseil 3. Et puis après la conclusion et la question. Et donc ça, tu t'es lu ouais. tout seul? Non, j'ai appris ça en lisant d'autres articles de blog. Je voyais que c'était structuré de cette façon-là, la plupart. Mais, comment dire ça, dans le corps du texte, tout ce qui est anecdote, etc., ça vient naturellement en fait. Je me dis qu'est-ce que je vais raconter, là j'ai raconté ça, j'ai raconté ci. Donc c'est pour ça que je parlais du fait des anecdotes, je n'ai peut-être pas assez mis en avant, c'est super important dans chaque point que vous donnez, de donner une petite anecdote. Une anecdote, ça peut être 2 phrases, hein, simplement 2 phrases, mais au moins montrer qu'il y a une réflexion derrière ce que vous faites. Et du coup, en termes de fréquence de publication, tu disais, ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Tu envoyais une newsletter par semaine. Ouais, c'est une par semaine. Combien d'articles dedans? Un seul, ouais, c'est un seul. Un seul article, et généralement il y a toujours un petit PS où soit je redirige vers quelque chose sur ma page, soit sur un live que je vais organiser, ou soit sur autre chose. Donc il y a... Pas du tout de curation de contenu.
Non. J'avais testé au début de faire une newsletter avec plein d'actualités. Je ne l'ai pas continué parce que je vois que les gens ne cliquaient pas dessus, mais c'était au tout début. Et là, c'était vraiment au tout départ. Donc voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas dit, c'est que la fréquence de publication, je vous recommande de faire une fois par semaine, voire même une fois toutes les 2 semaines si vous n'êtes pas à l'aise au début, mais une fois par mois, c'est trop peu. Donc une fois par semaine, ça sert à rien de faire tous les jours, ça sert absolument à rien, une fois par semaine, et d'être régulier tout simplement. Si vous voulez faire une fois toutes les 2 semaines, faites une fois toutes les 2 semaines, mais faites-le pendant 1 an, puis après passez à une fois par semaine. Donc régularité est la clé du succès dans la création de contenu, parce que généralement les résultats ne viennent pas avant 6 mois. Je me demandais combien de temps tu as mis pour générer des revenus à partir du moment où tu as commencé. À bloguer ou à... Ouais, on peut dire ça, puisque ça commence là, ouais. Même si tu veux pas. Ouais, je comprends. Bah écoute, j'ai commencé à bloguer en juin 2017, donc il y a 2 ans, et j'ai commencé à générer des revenus en décembre, plus ou moins au tout début, mais c'était vraiment des revenus pas terribles, c'était peut-être 1 000 € le premier mois. Et puis après, en janvier, ça commence à augmenter. Et en fin avril, j'ai généré un revenu plus ou moins équivalent à celui que j'aurais en agence. Alors d'ailleurs, truc de dingue, l'agence qui devait me recruter, je suis resté en contact avec le manager, parce qu'il avait bien aimé mon profil. On discutait. Et ça faisait plusieurs fois qu'il regardait mes posts, etc., qu'il me posait des questions sur LinkedIn en privé. Je dis, c'est super, il s'intéresse à ce que je fais. Et un jour, il me dit, Danilo, je t'ai parlé d'un truc qui s'appelle le retargeting séquentiel. C'est celui qu'on avait parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite. Et il me dit, tu pourrais m'en dire plus au téléphone. Je lui dis, pas de souci, ça me plairait de t'aider. Et donc, je lui en dis plus au téléphone. Et il me dit, je lui explique tout le retargeting séquentiel, comment ça fonctionne. Il me dit, génial, etc. Tu sais bien, à l'agence digitale à Malte, on fait du digital, on est intéressé par ce genre de projet pour un client. Est-ce que tu serais intéressé de nous conseiller? Je lui dis, ouais, bien sûr, j'ai un programme d'accompagnement rien pour vous, donc j'étais en mode en train de vendre, etc. Et donc pendant plusieurs jours, je lui ai envoyé des messages, t'as vu mon programme d'accompagnement, t'es toujours intéressé? Et il disait, oui, attends, je te reviens bientôt, etc. Et je suis revenu vers lui avant-hier et il m'a dit, écoute Danilo, dans l'agence, on vient d'arrêter le pôle du digital et malheureusement j'ai été licencié. Et j'étais super triste pour lui parce que je me suis dit, si j'avais été dans cette agence il y a 1 an et demi, si j'avais pas suivi mon instinct, j'aurais peut-être subi les mêmes sorts. Et j'étais vraiment triste, je lui ai dit, écoute franchement Vincent, si je peux faire quelque chose pour toi, si je peux t'appeler, si je peux te donner des conseils au téléphone, je le ferai. Mais ça m'a vraiment choqué d'apprendre qu'il a été licencié, tout ça parce que son agence abandonne le pôle digital. Donc comme quoi j'ai été vraiment choqué par rapport à ça et je me suis dit, waouh. Et je me rappelle, j'avais hésité énormément entre continuer en tant que freelance, me lancer en tant que freelance ou aller dans l'agence. Et finalement, je choisis freelance et je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise décision quand j'y pense. Mais franchement, ça m'a tellement attristé de savoir ça, vraiment. Moi, je me demandais donc comment tu voyais l'avenir. Tu avais dit que tu voyais généralement, ce qu'on dit en tant que freelance, c'est que tu as quand ça marche bien, tu as 3 choix. Ouais. Je te laisse les... Ouais, c'est vrai que les 3 choix pour moi, c'est sous-traiter. Donc en gros, vous recrutez une armée de freelance sous-traitants à qui vous pouvez sous-traiter des tâches. Peut-être pas nécessairement des tâches peut-être aussi des tâches qui sortent de votre domaine d'activité. Donc si par exemple quelqu'un vous dit faites-moi de la pub Facebook et que vous n'en faites pas, vous dites quand même oui et après sous-traitez un autre expert qui peut faire de la pub Facebook pour vous, pour autant que vous ayez un partenariat gagnant-gagnant. Ça c'est sous-traiter, donc c'est s'entourer d'une armée de freelance pour bien commencer et éventuellement peut-être quelqu'un qui travaille bien, le recruter à temps plein. Deuxième chose, pour moi c'est agence. Et ça, c'est quelque chose maintenant que je vais faire. Donc en gros, c'est recruter une équipe qui va se complémenter. Donc par exemple, des gens dans le design, des account managers, des commerciaux, ça peut être que d'autres encore, des recruteurs. Donc l'idée, c'est de développer une agence avec toutes des personnes qui ont ces compétences-là, qui peuvent vous aider à traiter, à aider un client de A à Z et pas juste avoir, par exemple, quand tu disais, est-ce que c'est toi qui fais le contenu, quand tu es une agence, généralement, tu fais tout. Tu fais contenu, tu fais publicité, tu fais analyse, tu fais rapport. Et donc moi, je pense un peu à cette option-là, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir de plus en plus de comptes clients et éventuellement de déléguer la gestion des comptes. Et la troisième solution, finalement, c'est la formation. Formation en ligne ou formation présentielle, c'est un peu moins scalable, mais la formation en ligne, c'est intéressant parce que c'est scalable justement parce que c'est un produit que vous pouvez vendre à 10 personnes, voire à 100. Alors moi, le problème de ce modèle-là, et c'est ça qui me fait que ça me freine un peu de le faire, c'est que je ne sais pas si les gens qui me suivent ma formation, je ne sais pas si tous les gens qui suivent ma formation ont des résultats et s'ils la suivent vraiment. Je vois qu'il y en a qui la suivent bien, comme toi par exemple Hélène qui participe au live, mais c'est vraiment ça qui m'ennuie, c'est de savoir qu'il n'y a pas ce contact humain avec la personne et de savoir si elle en tire vraiment quelque chose. Et ça m'a beaucoup dérangé au début, ça m'empêchait un peu de la vendre parce que je ne savais pas si les gens en retiraient quelque chose. Après, heureusement, dans le groupe Facebook des membres de la formation, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui sont actifs durant le live. Donc je me dis ça va, les gens suivent quand même ce que je dis et ils ont des résultats, ils les partagent. Donc ça m'a un peu conforté dans mon idée, mais dans tous les sens,
j'ai pas envie d'avoir un business uniquement basé sur la formation en ligne. Je veux toujours pouvoir être sur le terrain et avoir ce contact avec mes clients qui est super important pour moi. Je réalise que c'est important pour moi d'avoir du contact avec des clients et pas juste d'être là en mode faire des formations et voyager partout dans le monde. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est construire un truc qui dépasse ma personne. Et voilà, donc j'ai une équipe dont je suis fier, avec qui je m'entends bien. Et voilà. Et donc ça, c'est plutôt l'agence qui m'intéresse. Après, actuellement, tu me demandais c'était quoi mon challenge, c'est de déléguer. Donc déléguer la gestion des comptes, c'est pas facile. Toi, par exemple, Joseph, tu dois connaître ça quand tu es expert. Transmettre ton expertise à quelqu'un et lui dire exactement ce qu'il doit faire, c'est pas simple du tout. En tout cas, moi, j'ai essayé actuellement. C'est pas simple. Donc, je suis en train de rédiger toute une série de procédures et systèmes où je retire tout ce qu'il y a dans ma tête sur la pub Facebook et je le mets dans des systèmes complets sur comment écrire des pubs, comment analyser un compte, comment optimiser, comment faire un rapport, quelles audiences créer pour quelle partie du tunnel, quelle offre créer pour quelle partie du tunnel. Donc, c'est vraiment très très complet. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir déléguer ça à quelqu'un qui a été formé à la pub Facebook et qui soit capable de reproduire toute ma méthodologie pour mes clients. Donc ça, c'est actuellement ce que je fais, ce qui est un travail énormément long parce que ça me prend énormément de temps de tout réfléchir à toutes ces procédures-là, de les mettre en forme. Et ça, c'est mon challenge actuel. Et comment tu vois l'avenir parce que dans le digital, tout va vite, etc. Facebook, à un moment, change son algorithme, bref. Est-ce que votre activité, je peux poser une question. À un moment, elle va peut-être arriver à un truc qui va vraiment s'automatiser, qui va être plus accessible. C'est une bonne question, ouais. Et comment vous voyez la suite de votre activité qui va orienter vraiment que pub Facebook? Alors, je ne sais pas qui va répondre en premier entre moi et Joseph. Moi, j'ai des idées. Je pense que les Facebook Ads ont énormément d'avenir. Le coût va augmenter, certes, mais c'est comme Google Ads. Il y a toujours des agences qui font du Google Ads. Et voilà, ça fait encore beaucoup d'argent, je pense. Donc, il y a toujours beaucoup d'entreprises qui font des Google Ads. Sauf que c'est peut-être des plus grosses structures qui ont plus de budget. Facebook, ça sera un peu pareil. C'est vrai qu'il y aura de l'automatisation. C'est vrai que maintenant, actuellement, j'ai entendu que Facebook testait d'aider une entreprise à créer la campagne pour elle et la gérer, si je ne dis pas une bêtise. Mais quand même, ça ne remplacera jamais un humain. Donc, je pense quand même que la pub Facebook, elle a de l'avenir. Mais pour moi, en tout cas, je souhaite ne plus faire seulement de la pub Facebook et élargir un peu plus à marketing d'influence et éventuellement peut-être la gestion des réseaux sociaux quand j'aurai une équipe. Je ne sais pas encore, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, je ferai ça en plus. Donc, voilà. Une dernière question. Moi, j'avais une question par rapport à la rédaction des articles. En fait, tu avais parlé des statistiques et je me demandais où est-ce que tu trouves les bonnes informations. C'est une bonne question. Les informations fiables. Alors, je t'explique, je passe une demi-heure par jour à lire des articles des experts du domaine, simplement des blogs très reconnus. Et donc, dès que j'ai une information pertinente, copie-colle et je la mets dans un swipe file et après, je la récupère quand j'ai besoin. Donc, par exemple, Facebook, Instagram, etc. et dans mon Evernote. Mais il n'y a pas un risque que même cette information-là soit ça, souvent, c'est des études très reconnues. C'est des études faites par des grosses structures. Donc, généralement, c'est des bonnes informations, je pense. Après, j'explique toujours que c'est des échantillons de tel nombre de personnes. J'essaie toujours d'être précis par rapport à ça. Et c'est vraiment des ressources fiables. Donc, je fais attention à ce que je dis dans mes articles quand même. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, voilà. Merci. Ouais, ça ne me dérange pas de répondre aux questions. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu penses qu'on peut construire du contenu uniquement autour du mail? Parce que moi, je suis des gens qui récoltent des mails et qui t'envoient tous les jours un contenu. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette nouvelle mode. Uniquement dans le mail. C'est qui fait ça encore? Après, il ne fait pas que ça, mais Antoine. Ouais, j'ai entendu parler. Lui, il a les vidéos, évidemment. Ouais. Plein de mails qu'il envoie tous les jours. Ouais, je pense en tant que freelance, il y a moyen de faire quelque chose là-dedans, mais il faut avoir des bonnes appels à action très solides à la fin de chaque email. Donc je pense que c'est possible, vraiment, tout est possible. Tout est possible, ouais, c'est ça. Il y a une technique connue pour les emails, c'est que tu parles de tout et de rien, et après tu fais un appel à l'action, rien à voir sur ce que tu fais, et ça marche. C'est ce que j'ai entendu parler. Est-ce que tu peux avoir une chaise, s'il te plaît, parce que j'ai une chaise que j'ai mal au pied. Attends, merci beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Une dernière question sur le temps. Tu peux en poser autant que tu veux. Tu parles de 45 articles, je crois. Ouais. Où tu trouves l'inspiration? Ah ben justement, je lis énormément et c'est vrai que c'est un challenge que j'ai actuellement, c'est de me renouveler. Et donc, je sais pas comment je fais, mais je trouve toujours des nouvelles idées, soit en discutant avec des gens, ou soit en lisant d'autres articles. Après, je fais jamais un copy-paste d'un article que j'ai lu. Jamais, c'est super important. Donc voilà, j'ai des articles et j'ai aussi un swipe file avec toutes mes idées que j'ai en tête. Donc là, t'inquiète pas, j'ai encore beaucoup d'idées. Non, ça vient naturellement. Franchement, j'en aurai toujours des idées, je pense. Et puis, ce qui est bien avec le digital, c'est que ça évolue constamment. Donc, tu peux toujours trouver des inspirations. Tu peux aussi écrire un article autrement. Donc, si par exemple, tu parles des erreurs, tu peux parler des étapes à la place.
Donc il y a toujours des moyens de dire ça autrement. Là, ton nom, c'est une marque. Et du coup, si tu devais créer ton agence comme tu veux le faire, tu trouverais un nom à ton agence ou tu... Ouais, bien sûr, là j'ai déjà un nom en tête. J'ai créé le site web en juin. Ok. Moi, je vais pas te demander le nom. Bah, en fait, j'ai un nom en tête, mais je suis pas encore sûr de ce nom-là. Après, je peux te le dire, c'est DHS Digital. Donc là, actuellement, ma boîte s'appelle Danilo DHS Digital. Et je vais retirer Danilo et je vais le mettre. J'ai créé un site web avec le même branding, même couleur, même typographie, etc. pour qu'il y ait toujours une reconnaissance. Et après, je ferai des appels à action un peu partout sur mon site vers l'agence. Un truc comme ça. Comme Neil Patel. Comme Neil Patel, exactement. Il m'a tout appris. Je voulais te demander, t'es tout seul ou est-ce que t'as déjà quelqu'un qui... Ouais, j'ai un stagiaire depuis un mois. Et il m'aide bien pour la gestion des comptes. Le problème, c'est que on va dire qu'il n'est pas encore capable de prendre une décision des décisions concrètes sur les comptes, donc il fait beaucoup d'analyses et ça va, il se débrouille bien parce qu'il suit les process A à Z que j'ai mis en place et ça c'est super parce que les process sont clairs, il a juste à suivre la procédure et regarder, faire des comparaisons d'un jour à l'autre, etc. Donc ça, il m'aide beaucoup là-dessus parce que ça me permet de décharger énormément de temps pour faire d'autres choses. Donc là actuellement je m'entraîne en fait à déléguer, c'est pas facile et il m'aide aussi à faire les contenus sur les réseaux sociaux, à faire des recherches de mots-clés, à étudier tous les concurrents, etc. Je sais que je peux le déléguer, donc voilà. Quand tu travailles avec d'autres freelances, quel type de profil c'est en général? C'est d'autres freelances qui font de la pub Facebook, du community management et généralement quand je ne peux pas aider quelqu'un, je lui recommande un autre freelance et je ne prends aucune commission, ça ne m'intéresse pas, je veux juste aider les gens. Donc honnêtement, tant que je peux faire du réseau, etc., mettre les gens en connexion. Même créneau que toi, c'est pas sur des compétences complémentaires. C'est ça. Qui vont au-delà de ce que tu proposes. C'est ça. La dernière fois, il y a un gars, il m'a appelé, il a pris un entretien découverte pour la pub Facebook et je pensais vraiment qu'il voulait faire de la pub. Et il me dit dans l'entretien, ouais, je sais pas quoi publier sur Facebook. Je lui dis, mais je pourrais pas t'aider non plus, moi c'est pas ce que je fais. Par contre, je peux te proposer quelqu'un qui sait le faire. Je te mets en relation avec elle dès qu'on a terminé l'appel. Il lui dit, ouais, ok, c'est super. Comme ça, la personne n'était pas déçue et moi je perds pas mon temps. Donc, voilà. Merci. Ouais, avec plaisir. Merci.